Dire tout ce que tu veux. Quoi? Bah oui, c'est dire autre chose. Voilà, donc bienvenue. Il y a des fidèles, il y a des nouveaux visages. Donc pour les nouveaux visages, je vais quand même vous accueillir en présentant qui je suis et où vous êtes. Donc voilà, mon prénom c'est Anne-France et j'ai une grande passion de l'humain. Et j'essaye de mettre de l'humain dans pas mal des pas que je fais sur mon chemin. Et notamment, mon chemin, c'est d'avoir fondé mon cabinet d'accompagnement après avoir passé 5 ans comme responsable d'une agence d'intérim, avec une philosophie d'accompagnement à laquelle je crois profondément, que j'appelle l'édo-performance. Hédonisme, le plaisir, c'est par le plaisir qu'on est performant de manière juste et pas de manière guerrière. Et donc avec ça, mon grand adage, c'est nous sommes bien dans nos vies quand nos vies nous font du bien. Nous sommes bien dans notre travail quand notre travail nous fait du bien. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, la relation au travail, elle est en pleine révolution, en pleine quête de sens. Et du coup, les formats de mes accompagnements, c'est d'accompagner des équipes en entreprise, de donner des conférences, d'accompagner des dirigeants, et également de donner des parcours d'édo-coaching. Alors le coaching est très galvaudé, on en parle à toutes les sauces, et moi je lui ai remis peut-être un petit peu sa juste place, je pense, qui est de dire que le coaching n'est pas un métier, mais c'est une vraie posture d'écoute active. L'écoute, je pense qu'aujourd'hui, on s'entend, mais on ne s'écoute plus. On se parle, mais ça part parfois dans tous les sens. Et je crois que remettre de l'écoute au cœur de nos vies, ça a vraiment énormément de sens. Et donc, dans les parcours d'édo-coaching, on apprend un parcours d'écoute de soi, un parcours d'écoute des autres, un parcours d'écoute de la vie. Et donc, ce sont des parcours qui s'adressent à des personnes qui veulent être dans un métier de relation d'aide, ou des personnes qui ont envie de se compléter dans leur leadership, ou qui sont en transition de vie et qui ont juste besoin de se réaligner. Donc, il y a un parcours qui se donne en automne, un parcours qui se donne au printemps. Et de tous ces parcours m'est venue aussi l'envie d'avoir des personnes extérieures, donc bienvenue à Bernard, qui peuvent aussi témoigner, ce qui fait que grâce à l'écoute, il s'est passé autre chose dans la pratique de leur métier, autre chose dans leur vie, autre chose dans une rencontre. Donc on a différentes éditions qui sont des formats pas du tout descendants ni de conférences, vous voyez qu'on est entre nous, en petites bulles, mais qui sont surtout des formats pour pouvoir témoigner et se dire, il y a des choses qui poussent, il n'y a pas que des choses qui fanent, il n'y a pas que des choses qui hurlent, mais il y a aussi des choses qui poussent dans des initiatives et dans des manières peut-être de vivre les choses, et rencontre âme à cet objectif-là. Alors aujourd'hui, on va parler de l'écoute avec Bernard, qui a été sur mon chemin grâce à une participante qui a fait EdoCoach et qui m'a dit « il faut absolument que tu rencontres Bernard » parce que en tant que médecin, en tant que chef de service, en tant que professeur, il croit à l'écoute et surtout il en fait beaucoup de choses pour essayer que ça puisse être contagieux. Alors merci d'être là. On va s'asseoir pour démarrer donc un format de témoignage, un format de partage aussi, puisque on va discuter tous les deux de tout ce que tu as déjà mis en œuvre, et puis bien sûr ça va être l'occasion aussi de pouvoir venir avec vos questions, avec vos besoins, avec vos réactions, avec peut-être des réflexions aussi, puisque je sais que dans notre cercle d'aujourd'hui, certaines personnes sont de profession de personnel soignant, d'autres personnes ont traversé des choses peut-être qui seront intéressantes à partager. Donc voilà, merci d'être là. Et pour ceux qui ne le sont pas, puisqu'on en a quelques-uns qui n'ont pas pu nous rejoindre, nous allons enregistrer ce moment pour pouvoir l'envoyer à ceux qui sont absents. Donc voilà, Bernard, bienvenue. J'aurais envie peut-être de démarrer en introduisant ton parcours, ce qui a allumé ta flamme d'un jour à l'intérieur de toi. Tu t'es écouté, tu t'es dit je deviendrai bien médecin ou pompier, ou enfin comme les petits garçons, mais t'es médecin.
Et donc voilà, qu'est-ce qui, peut-être déjà pour planter le décor, qu'est-ce qui t'a amené à faire tout ce que tu fais aujourd'hui, dans toutes tes casquettes? Je vais enchaîner directement sur mon parcours de médecin parce que la décision de devenir médecin, c'est quelque chose qui est tellement finalement peut-être fortuit ou qui c'est des opportunités où à un moment donné on se décide, on ne sait pas pourquoi on a choisi ce Il y en a métier-là qui parce veulent qu'il ouvrir la il y voie. en a, il y en a, il y en a plein d'autres de super chouettes que j'avais envisagé. Et puis à un moment, ben, on choisit sans vraiment savoir ce qu'on choisit, je trouve. Ok. À 18 ans, ben, c'est difficile, je trouve, de choisir un métier ou une formation. J'ai choisi celle-là, je suis très content de l'avoir choisie. Mais j'aurais pu être ingénieur, j'aurais pu être chef de pompiers. Je pense que j'aurais été très épanoui aussi. Mais Ok. j'avais envisagé chef de pompiers, mais moi j'aime bien être chef, donc Ah, bon, j'étais pas sûr. J'étais pas sûr que je serais ok, chef, donc voilà, ok. non, c'est pour joke. Oui. Mais et donc dans ma vie de médecin, moi, ben, j'ai fait beaucoup de pratiques cliniques de médecin de terrain aux soins intensifs et j'ai toujours accordé beaucoup d'importance à la relation humaine et à l'écoute des patients, même si on pense qu'aux soins intensifs, les patients, ils sont dans le coma, etc. Mais c'est pas vrai, pas tous. Et quand les patients sont dans le coma, ben, il y a les familles qui sont là. Et donc, c'est super important, cette relation qu'on établit avec les familles. Et elle passe d'abord par l'écoute des familles pour connaître leurs ressentis, pour connaître leur compréhension de ce qui se passe. Parce qu'il faut savoir que dans les situations de stress, comme ce stress qu'on peut vivre quand on a un proche qui est aux soins intensifs, ben, on a une perception de la réalité qui est fortement altérée. Donc, on a besoin, nous soignants, avant de parler, d'expliquer, ben, de comprendre la perception qu'ont ces familles ou qu'ont ces patients de ce qui leur arrive. Donc, ça, c'est déjà un premier épisode où moi, j'ai réalisé que c'était vraiment super important d'être à l'écoute. Et malheureusement, ben, parfois la relation ne se passe pas très bien. Il y a parfois des familles qui ne sont pas contentes, qui vont, et c'est une obligation en médiation hospitalière, il y a un médiateur, c'est une obligation légale d'avoir un médiateur à l'hôpital, qui vont vers lui parce qu'ils ne sont pas contents de la manière dont le patient est pris en charge, etc. Et souvent, ou dans la majorité des cas, moi ça ne m'est pas arrivé très souvent, mais souvent en fait on peut se rendre compte que c'est parce que le contact n'a pas été établi correctement dès le départ. Il y a eu un truc qui a coincé dès le départ. C'est rarement une question de qualité de prise en charge médicale, parce que finalement, quand vous allez au garage avec votre voiture, vous n'êtes pas capable de juger si l'entretien a été bien fait, mais la plupart des familles et des patients, ils ne sont pas vraiment capables de dire s'ils ont été bien soignés ou pas. Mais si le contact humain n'est pas bon, là, ils savent le dire. Là, ça peut les perturber et puis la relation peut s'envenimer. Et je pense que si dès le départ, on est à l'écoute, qu'on est en harmonie avec la famille, avec le patient, etc., ben, tout ça ne se produit pas et ça se passe super bien. Donc je pense que c'est vraiment important d'établir une relation de confiance et d'entendre ce qu'expriment les familles ou les patients. Et même si parfois on n'est pas tout à fait en accord avec eux sur leur perception, ben, on doit bien se dire que eux, ils sont dans une situation hyper stressante, hyper difficile, et qu'on peut comprendre qu'ils aient une perception peut-être altérée ou biaisée de la réalité et de celle que nous on connaît. Et donc c'est à nous ben, de nous adapter et de les amener vers une perception peut-être plus réaliste de ce qui se passe parce qu'ils peuvent être en colère, ils peuvent être stressés, ils peuvent avoir peur, et tout ça en fonction du type de personnalité que les personnes qu'on rencontre ont. Ben, quelqu'un qui a un certain type de personnalité va réagir pour une situation X par de la colère, un autre il va réagir par simplement un mutisme, un autre il va réagir par de l'agressivité ou peut-être il va nier une situation évidente. Et donc c'est à nous de lire ça, de l'identifier et puis d'essayer de corriger en amenant le patient vers là où on aimerait bien l'amener et en percevant aussi ce que lui a envie d'entendre. Parce Et tu que, disais aussi, justement, dans cet échange, parce que tu disais, c'est tout un écosystème oui, finalement qu'on a accompagné. Il y a les patients, il y a les familles. Et quand on préparait ensemble, tu disais, je prends toujours soin de leur faire reformuler ce exactement, qu'ils, oui. enfin, dans l'écoute, la reformulation, leur Donc, faire il y reformuler a ce d'abord une que. première phase, donc c'est d'entendre leur perception des choses. Et puis alors, la deuxième phase, ben, c'est de leur expliquer ce qui se passe en tenant compte de la manière dont ils ont perçu les choses. Et puis quand on a fini d'expliquer, de leur demander de reformuler pour être sûr on a bien été compris. Parce que dans cette situation-là,
difficile comme chez nous aux soins intensifs, Il y a des filtres, faut quoi. bien se dire que la perception lors du premier entretien, elle est de 30%, quoi. Donc ils vont capter 30% de ce qu'on leur dit. Alors on n'a peut-être pas tout dit non plus, et donc il faut être bien sûr qu'ils ont bien compris ce qu'on a essayé de leur expliquer. Est-ce qu'on a eu aussi un vocabulaire qui était adapté à leur vocabulaire à eux? Il faut savoir que 10% de la population utilise 300 mots, que nous médecins, on en utilise 2 à 3 000 de plus que la population générale. Donc on a parfois malheureusement la mauvaise habitude d'utiliser des mots qui ne sont pas compris de tout le monde, même de gens qui ont un niveau de formation supérieur. On utilise, quand vous entendez parler de médecins entre eux ou des soignants entre eux, si vous n'êtes pas soignant, vous ne comprenez pas la Non. moitié, hein. Mm. Et donc il On faut n'a que pas le nous... dictionnaire, en Ben tout non, cas. et donc il Oui. faut que nous, on s'adapte et qu'on se mette à niveau. Et ça, c'est vraiment important. Et se mettre à niveau, c'est écouter, mais c'est aussi s'asseoir au même niveau. C'est prendre le temps dans un endroit qui est adapté à cela et savoir y consacrer du temps. Donc, puisque c'est le sujet aujourd'hui, à cette écoute, c'est vraiment très important. Alors, on peut dire ça prend peut-être du temps, mais au bout du compte, on va en gagner énormément parce qu'on va avoir une harmonie. Peut-être pas une symbiose, mais en tout cas une adhésion des familles, du patient à ce parcours qu'on va vivre ensemble, hein, puisque aux soins intensifs, c'est pas des urgences, c'est pas un contact dans un espace de temps limité, c'est un contact qui va quand même durer jusqu'à la sortie du patient. Mm. Parfois, malheureusement, une sortie qui est un décès, mais souvent, la plupart du temps, une sortie vers une guérison et une récupération. Donc, on va passer beaucoup de temps avec la famille, avec le patient, et les choses vont évoluer. Donc, il faut cheminer progressivement avec ses patients, avec ses familles. Et j'aimais Et bien parce que tu as lancé quelques labels quand on préparait. Et tu disais, dans cet écosystème, donc 59 familles, 59 patients et 59 histoires de vie, et tu disais, l'écoute soulage la douleur. ah oui, mais tout à fait, hein. Ça, c'est clairement, ça a été clairement démontré, mais pas que dans... Alors 59, pourquoi 59? Parce que c'est le nombre de lits dans le Mhm. service, hein. Oui, Tout oui. le monde ne sait pas. Mhm. Donc on a 59 lits dans notre service de soins intensifs, ce qui en fait un très gros service. Et effectivement, ben, chaque lit, chaque chambre est une histoire dramatique ou pas, hein, parce que ça peut aussi être une intervention qui se passe bien et puis on reprend la vie courante. Mais chaque lit, c'est un écosystème, c'est une histoire, etc. Et bien sûr que parler, écouter, ça soulage la douleur, mais ça soulage le stress. Et ça a été démontré scientifiquement, notamment dans des études chez les patientes qui accouchent. La gestion des antidouleurs, etc., peut être différente en fonction de la manière dont on a établi une relation avec la patiente qui a accouché. Donc, il y a eu des études là-dessus et clairement, on diminue la consommation d'antidouleurs chez une patiente avec qui on prend le temps de discuter, patiente qu'on prend le temps d'entendre. Et puis, le fait d'écouter, ça nous permet aussi de mieux percevoir le ressenti, la douleur qui n'est peut-être pas exprimée, ou bien des prémices d'une complication qui ne semble pas être quelque chose d'important au moment donné pour le patient, mais qui pour nous peut attirer l'attention sur un petit problème là, qui est en train de croître et d'apparaître et qui n'a pas encore été identifié. Et si on prend le temps d'écouter la patiente, d'écouter le patient, ben, on va avoir l'attention attirée sur la perception qu'il a de sa douleur, la perception qu'il a de son vécu, de comment se passe son séjour à l'hôpital. Et nous, soignants, ben, on a évidemment une perception différente, on connaît des choses, donc on sait ce qu'on cherche, hein, quand on interroge, qu'on écoute un patient, on sait ce qu'on cherche parce qu'on connaît ce qu'on doit chercher et donc on trouve des choses que quelqu'un qui n'est pas un soignant ne trouve pas puisqu'il ne Mm. sait pas. Mm. Donc on a cette capacité en écoutant ce que va nous raconter le patient, sa famille, etc., d'aller identifier des problèmes importants, pas importants, ou qui sont en train d'apparaître. Donc de nouveau, là, il faut vraiment être très attentif Aux signaux ouais, faibles ouais, aussi, hein. Enfin, voilà, en tout aux cas, signaux oui, faibles, oui, ouais, c'est tout à ça. fait. Et Ouais. au non-verbal, et à, enfin Mhm. bon, il y a. Donc, on est au cœur de l'écoute, hein, pouvoir reformuler, pouvoir faire une écoute globale, Mhm. et pas que ce qu'on dit, mais aussi tout ce qu'on ne dit pas. J'imagine tous les non-dits, tu vas les chercher aussi. Quel retour, du coup,
as-tu déjà eu de famille ou de patients par rapport justement à cette posture à laquelle voilà, vous prenez, avec l'équipe, vous prenez Ben, soin on n'a pas tellement de Ok. retours en fait. On a plutôt malheureusement des retours quand c'est négatif que Mhm. quand c'est C'est positif. ça. Mais de temps en temps, on a des retours positifs. On a des familles ou des patients qui reviennent. C'est parfois très étonnant parce que on a des patients évidemment très malades et puis qui reviennent parfois nous voir en pleine forme. Et puis entre un patient qui quitte le service déjà bien guéri, mais pas encore tout à fait, sur un lit, et puis qui revient nous voir après, vraiment bien guéri, 2 mois plus tard, debout, bien habillé, etc., ben, on ne matche Mhm. pas toujours les deux, quoi. Mais ça Mhm. fait super plaisir aux Eh oui, équipes, oui. évidemment, hein, à Oui, nous oui, c'est aussi. clair. Mais c'est pas le quotidien, quoi. Mais bon, ça, C'est ça arrive malheureusement le et ouais. réflexe, hein, on vient quand ça ne va pas, et puis quand ça va Oui, mais bien, bon, on voilà. pense, oui. Mais Euh, et alors, bon, il y a toute cette posture vis-à-vis des patients, mais ce que j'ai bien aimé dans ce qu'on a partagé ensemble pour préparer aujourd'hui, c'est que euh, tu, tu déclines l'écoute avec les patients, mais aussi au sein de ton équipe, mais aussi dans les cours. Donc, on pourrait peut-être voir un mhm, peu tous les univers dans lesquels ouais. finalement cette écoute fait partie d'un de tes grands projets. Euh, si on en vient au niveau de ton équipe, parce qu'aujourd'hui, je pense que le personnel soignant, et tu m'as donné quelques exemples assez glaçants de parfois des personnes en épuisement qui déshumanisent le métier Mhm. pour tenir en fait. Donc, si on mettait le zoom un petit peu sur l'écoute au sein de l'équipe et aussi l'écoute que l'équipe ne se donne pas toujours à soi, enfin, qu'est-ce que Alors, tu... Ouais. moi, j'attache beaucoup d'importance donc à cette écoute, ou en tout cas à ce facteur humain au sein de notre profession. D'abord pour moi, puisque je n'ai pas d'emblée été chef de service, évidemment. Donc moi, je m'en suis rendu compte personnellement que c'était quelque chose d'important. Et puis, au fur et à mesure où j'ai grandi, j'ai envie de dire, dans mes responsabilités, j'ai d'abord eu une équipe d'une taille plus limitée. On a toujours très bien fonctionné entre nous, mais aussi avec les patients. Moi, j'ai toujours accordé donc beaucoup d'importance Oui, c'est eux les à premiers, ce quoi. contact avec le patient. Et je pense que montrer par l'exemple, je trouve que c'est la meilleure manière d'induire ce comportement-là dans une équipe. Et donc, on avait une équipe vraiment très solide dans l'unité où je travaillais avant de devenir chef de la totalité du service. Et il y avait, je dirais, aussi de l'écoute au sein de l'équipe, parce que c'est important et c'est un point vraiment très important si on veut donner des soins de qualité, si on veut assurer la sécurité des patients, c'est d'avoir une équipe qui communique bien, c'est d'avoir Et qu'est-ce que tu au sein de mettais l'équipe. en œuvre justement pour créer ces espaces d'écoute pour, Alors on faisait, on essaie, maintenant l'équipe a grandi puisque j'étais responsable d'une unité et qu'il y en a 7 dans le service. Maintenant, je suis chef des 7. Donc, c'est plus difficile donc c'est combien de personnes? c'est un peu plus de 200 infirmiers et 40 médecins. Donc, et donc, c'est un peu gros quand même, hein. Donc, Mhm. c'est difficile de contrôler. Je ne suis pas quelqu'un qui est dans le contrôle, mais de toute façon, là, c'est impossible de contrôler. Donc, ce qu'il faut, c'est plutôt diffuser, j'ai envie de dire, et par l'exemple, essayer d'avoir des relais dans les différentes unités, des relais médicaux, des relais infirmiers. Alors, on fait des réunions mais où on a ces relais qu'on essaie de former, et puis alors on compte sur eux pour aller au sein de leur unité, ben, j'ai envie de dire, répandre la bonne parole ou le bon comportement, hein, parce que je préfère plutôt le comportement que la parole. Et je pense que c'est vraiment important au sein d'une équipe d'apprendre à se parler, mais à écouter aussi les collègues. Et au niveau hiérarchique, l'écoute et le dialogue ne doit pas avoir de hiérarchie. C'est très important que le chef, qui soit chef de service ou chef d'unité ou infirmier et chef, peu importe, soit à l'écoute de ses collègues, de ses, j'aime pas le mot, mais si vous le comprendrez aisément, de ses subordonnés. C'est ça. Donc, et eux, ces subordonnés, doivent se sentir à l'aise pour pouvoir s'exprimer aussi parce qu'ils sont parfois capables d'identifier
des problèmes, des dysfonctionnements. Et s'il n'y a pas un bon dialogue, s'il n'y a pas une écoute vraiment présente au quotidien, ben peut-être qu'ils ne vont pas oser en parler. Moi, je m'intéresse beaucoup à l'aviation et à la qualité de la sécurité en aviation. Et là, c'est un point qui est vraiment très très fort développé, exploré, c'est le facteur humain. Et cette possibilité qu'a un copilote de faire une remarque au pilote expérimenté en lui disant bah, écoute, là, ce que tu fais, je ne suis pas d'accord avec toi, bah, c'est quelque chose que j'essaie de cultiver dans le service aussi. Mais tu Donc, peux peut-être oui, raconter l'initiative récemment oui. par rapport à Et donc, cette analogie. oui, donc l'analogie, je l'ai poussée jusqu'à faire venir un pilote de ligne dans le service pour nous parler qualité-sécurité. Vous savez que dans l'aviation, il y a bon, il y a eu quelques accidents ces derniers temps, c'est vrai, mais sur des millions de vols par an, il n'y a plus que quelques accidents. Et ça s'est fait en deux phases. Jusque dans les années 80, c'est lié à l'amélioration technique. Les avions sont devenus vraiment de plus en plus sûrs, et notamment grâce aux moteurs à réaction qui tombent beaucoup moins en panne que les moteurs à hélice. Et puis à partir des années 80, ils se sont rendus compte que la majorité des accidents étaient liés à des facteurs humains. Et donc, ils ont commencé à travailler sur le facteur humain dans l'aviation et ils ont 50 ans d'avance sur nous, clairement. Tout pilote a 40 heures de formation CRM, donc c'est Crew Resource Management par an. Donc, c'est apprendre à travailler en équipe, c'est la gestion d'équipe. Ils ont une formation obligatoire et au sein des équipes volantes, bah, ils ont l'habitude de travailler ensemble. Et j'ai transposé ça dans notre service. Donc, le pilote qui est un pilote français, instructeur sur 747 et qui travaille avec l'HAS, donc la Haute Autorité de Santé française, fait des formations CRM dans les blocs opératoires français déjà depuis longtemps. Donc, il apprend aux équipes à communiquer, à travailler ensemble. Il apprend à respecter les procédures. Il apprend à utiliser des checklists pour éviter d'oublier, de confondre ou de faire des erreurs liées à certains biais cognitifs. Donc, finalement des modalités de raisonnement qui ne sont pas toujours adéquats dans certaines situations. Et donc moi je les fais venir et donc là c'est la première fois qu'ils travaillent dans un univers un peu différent que sont les soins intensifs, avec beaucoup d'analogies évidemment avec le bloc opératoire, mais avec aussi des différences, avec beaucoup d'analogies avec l'aviation, mais aussi avec des différences. Une des grosses différences, c'est que le pilote, quand il fait une erreur et que l'avion s'écrase, ben, il meurt avec ses passagers. Le médecin, quand il fait une grosse erreur et que le patient a une grosse complication, lui, il rentre chez lui le soir, chargé sans doute d'émotions, etc., mais il rentre chez lui le soir. Donc, il y a quand même cette grosse différence. Hein. Le pilote, il gère 300 passagers. Le médecin, il gère un patient à la fois, sauf s'il travaille dans certains domaines. Mais on a quand même beaucoup, beaucoup aussi de points communs sur la gestion des facteurs humains et sur tout ce qui est, comment dirais-je, responsabilité des facteurs humains dans les événements indésirables. Il faut savoir que dans les hôpitaux, aux soins intensifs, mais ailleurs, il y a énormément d'événements indésirables qui se produisent, qui sont parfois mineurs, parfois majeurs, et qui sont liés uniquement à des facteurs humains. Donc c'est là-dessus qu'on travaille dans le service pour améliorer. Tu as réuni une douzaine, je pense. Voilà. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que le pilote est d'abord venu une journée observer comment on travaillait dans le service. Il a identifié des points au niveau facteur humain d'amélioration. Et on a fait ensuite, dans les 2 jours qui suivaient, une formation sur ces facteurs humains par groupe de 12. Donc, on a eu un groupe de 12 un jour et un autre groupe de 12 l'autre jour. Or, ces 12 personnes, c'était des infirmiers de terrain et des médecins de terrain à qui je vais donner le nom de copilotes et qui vont aller de nouveau dans leurs unités être les relais pour cette formation CRM, aller expliquer aux collègues ce qu'ils ont appris à ces formations-là, s'assurer que ce qu'on met en place est suivi et donc gérer tout ce côté humain. Et un des facteurs humains prépondérants et qu'on avait déjà nous identifié, c'est l'interruption de tâches. On a ça dans beaucoup de boulot, mais l'interruption de tâches à l'hôpital, c'est quelque chose de vraiment très très fréquent. Donc vous êtes infirmier, vous êtes médecin, vous essayez de faire quelque chose, et puis ah dis, tu veux pas, machin, ah il y a le téléphone, machin. Et donc c'est en permanence. C'est du vécu pour certains. C'est en permanence, c'est infernal. Je ne sais pas si vous avez fait sans doute tous un peu des études ou beaucoup. Si vous êtes en train d'étudier et que toutes les 10 minutes, votre maman rentre dans la chambre pour dire ça va, ça marche bien, tu vas bien, puis je vais faire manger. Hein,
c'est impossible d'avoir un travail constructif. Ben, nous, dans notre métier, on a quand même besoin d'être un minimum concentré. Une infirmière qui prépare une chimiothérapie, elle a besoin d'être concentrée, sinon on se trompe, et ça arrive, hein, on se trompe de doses, de médicaments, etc. Et donc, c'est un des points sur lesquels ben, on va travailler. Et de nouveau, là, c'est une forme aussi d'écouter l'autre, c'est de comprendre que l'autre, ben, il doit peut-être à un moment donné avoir un temps pour faire sa tâche. Donc on va mettre des brassards quand on sera, il y aura 3 types de couleurs de brassards. Il y aura des brassards rouges où là on ne peut pas être dérangé du tout quand on fait une tâche importante. En aviation, ils ont ce qu'on appelle le cockpit stérile, c'est-à-dire que quand ils sont en cockpit stérile, on ne peut pas déranger les deux pilotes, quoi qu'il arrive. Si l'avion prend feu, on ne peut pas les déranger non plus. Et ce cockpit stérile, c'est au moment du décollage. Ça veut dire qu'au moment où l'avion décolle et il est parti, de toute façon, l'avion va devoir décoller, c'est trop tard. Et donc, s'il y a un moteur qui prend feu, on s'en occupera après. Ok. Ah oui, oui, non, mais Et donc, tu peux et donc, transposer. ouais, et donc, on peut transposer ça. S'il y a une urgence extrême, il y a d'autres personnes ressources qui peuvent être dérangées, mais au moment où on dit, ben, moi je suis en cockpit stérile, et ça peut être au moment où on prépare un médicament, ça peut être au moment où on fait un acte important, ça peut être à un moment même où on voit peut-être une famille à un moment hyper difficile. Il y a des choses qui peuvent attendre et finalement tout peut attendre. Il suffit juste de changer peut-être d'interlocuteur, etc. Et donc là, c'est aussi une forme finalement d'écoute, d'écouter la demande de l'autre ou la disponibilité de l'autre. Et ça, c'est super important. Ok, donc des choses se sont systématisées, notamment avec l'analogie de ce pilote, pour mettre en œuvre sur le terrain Oui, oui, tout à fait. cet Oui. espace-là. Et ça, c'est quelque chose qui parle à tout le monde, hein. Je vois qui sourit ou quoi. Si vous. Oui, et donc arriver à gérer son temps et ses priorités, c'est vraiment ça, quoi, hein, exactement. Et donc là, de nouveau, ben, on est dans l'écoute aussi, mais enfin, c'est une autre sorte d'écoute, c'est s'écouter soi-même aussi sur ses priorités, le caractère urgent ou pas. Je crois que c'était Roosevelt qui découpait les missions en 4 choses, les choses importantes et les choses urgentes. Donc il y C'est a ça. l'urgent Ouais. important, le pas Important et urgent mais urgent, ouais. important, le pas important mais urgent, et puis le pas important et pas urgent. Et donc dans une journée, ben, on va essayer de faire les 4 tâches et on va les répartir en fonction d'eux. On ne peut pas tout le temps être dans l'urgence en permanence, c'est pas possible. On doit aussi faire des tâches pas urgentes, mais qui vont le devenir si on ne les fait pas un petit peu tous les jours. Et donc là aussi, il faut s'organiser. Et ça fait partie, je dirais, de l'écoute de l'équipe. Ça, hein, on n'est plus dans l'écoute C'est ça. patient-soignant, mais dans un fonctionnement d'équipe D'équipe, aussi, c'est ça. il faut Hein. être à l'écoute des autres et on ne peut pas en permanence surcharger tout le monde parce que là, c'est alors le burn-out assuré parce qu'à un moment donné, on sature, quoi. Donc, Et deux red flags, enfin, signaux vraiment où tu t'es dit là, il faut vraiment de nouveau remettre l'écoute à l'honneur. Tu me disais que tu avais eu un exemple assez glaçant d'une patiente qui a dit il m'a peut-être fallu 3 ans pour raconter ce qu'elle avait vécu. Là, tu pourrais juste redonner parce que c'est là aussi où tu t'es dit on ne peut plus continuer. oui, ou parfois, malheureusement, ben, on n'est pas à l'écoute parce que soi-même, on n'est pas disponible pour l'écoute, quoi. Et donc, on a ça parfois chez certains soignants, que ce soit des médecins ou des infirmiers, si c'est de ça que tu penses que tu aimerais que je parle. C'est une patiente qui est une collègue et qui a été opérée du cœur et qui m'a un jour raconté, mais longtemps après, parce que c'était difficile pour elle, qu'elle avait mal, elle appelait. On venait, on ne répondait pas à sa demande, et à la 3e fois, on lui a claqué la porte à la figure, on lui a enlevé sa sonnette, et on dit maintenant vous arrêtez d'appeler, quoi. Et elle dit je crevais de mal. Et on m'a dit tu as déjà eu des antidouleurs, c'est bon comme ça. Et donc là, je pense qu'on a affaire à quelqu'un, un personnel soignant qui n'est plus à l'écoute, et sans jeter la pierre, parce que Bien sûr, c'est trouver des solutions, c'est pas c'est de trouver un voir. coupable, hein, évidemment, dans ces C'est ça. situations-là. Et je travaille aussi beaucoup là-dessus, sur les événements indésirables, et y apporter une solution. C'est sur la déclaration des événements indésirables. Donc il faut tout déclarer chez C'est nous. ça. Comme en aviation, je reviens là-dessus. Oui, Un événement indésirable peut arriver. La faute, c'est de ne pas d'avoir un événement indésirable. La faute, c'est de ne pas le déclarer. Donc c'est nous, ça. j'exige qu'on déclare tout ce qui se passe qui est événement indésirable. Ça permet de le faire remonter chez moi et d'avoir une granularité de ce qui se passe dans le service. Parce qu'un événement pour un soignant, je vous ai dit, il y a plus de 200 infirmières, qui lui arrive une fois,
toutes les semaines, ce n'est pas important, mais si ça arrive à toutes les infirmières une fois par semaine, ça devient important, même si c'est quelque chose de pas très... Et donc c'est important parce qu'après, on va traiter ça sans chercher des coupables, ils peuvent même faire des déclarations anonymes, mais ce qu'on va essayer de trouver, c'est une solution. Voilà. Et là, ce problème-là, ben, il faut trouver une solution. Et quel est le problème? Ben, c'est la déshumanisation des soins, parce que ben, on a du personnel qui est surchargé, parce qu'on a du personnel qui n'en peut plus et qui à un moment donné réagit de manière inappropriée à une demande qui est évidemment fondamentale et qui génère une incompréhension entre le patient et le soignant. Et loin de moi l'idée de pointer du doigt Bien sûr. une ou un coupable, mais là, il y a une situation à laquelle il faut apporter une solution. Et une des solutions, me semble-t-il, que tu avais évoquées, puisqu'effectivement, c'est pas jeter la pierre, mais c'est de se dire, à un moment donné, pour se protéger, je déshumanise ce que je fais et on ne peut pas en arriver là, c'est pas possible. Et tu disais qu'il y avait alors du coup des formats hebdomadaires de réunions où Voilà, on fait des effectivement, débriefings réguliers et de nouveau, analogie avec l'aviation, oui, un pilote et un copilote, une hôtesse ou un steward, en fait, doivent, quand ils vont prendre un vol, signaler un petit peu leur niveau de disponibilité, comment dire, de forme, quoi. Et un pilote qui arrive et qui dit, moi je suis pas en forme, j'ai pas dormi de la nuit, machin, etc., il ne vole pas. Et donc, une infirmière ou un médecin ou quoi qui arrive et qui n'est pas en forme, etc., il travaille. Et donc là, il y a un souci aussi. On devrait pouvoir dire, écoute, aujourd'hui, moi, mon humeur ou ma mon disponibilité, énergie, ou c'est oui, pas. Et donc, on n'aurait pas peut-être à ce moment-là ce problème-là de quelqu'un qui à un moment claque la porte au nez d'un patient qui est en demande de quelque chose, parce que l'infirmier ou le soignant pourrait dire à son collègue, écoute, tu veux pas y aller parce que moi, j'en peux plus là aujourd'hui. Et ça, c'est pas encore vraiment dans les mœurs, quoi. Et alors, on a quand même, je trouve régulièrement des comportements un peu déshumanisés qui posent souci. Et je pense qu'il faut pouvoir en parler. Et donc, ces débriefings sont des c'est ça. endroits où on peut parler. Alors, on a des infirmiers qu'on a formés au débriefing et qui viennent dans les unités au changement de pause et qui se posent, sans qu'il y ait eu de problème particulier, mais qui viennent prendre la température des équipes. Et puis après, on a tous les mois une réunion où on me raconte les débriefings dans les unités et je peux voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, essayer d'y apporter des solutions. Parfois, la solution, et on le fait malheureusement régulièrement, c'est de fermer des lits parce que le personnel est débordé. Donc, on diminue le nombre de lits. Et ça, c'est quelque chose qui est très nouveau. En fait, le nombre de lits fermés depuis le Covid, on a quasi 10% des lits fermés en permanence, quoi, parce Ok. qu'on manque de personnel et que si on ouvre tout, ben, on met nos patients en danger parce que voilà, on a des comportements qui sont liés au fait que le personnel est débordé, tant médecin qu'infirmier. Et donc, quelque part, voilà, à la fois, hein, l'écoute est un soin, c'est un soin pour le patient, mais un soin pour l'équipe. Et donc, ces cercles de parole sont incontournables, en tout cas dans le service que tu Ouais. diriges, pour pouvoir faire ces débriefings, pour pouvoir mettre en mots le vécu. Et donc, c'est un sacré climat de confiance qu'il faut pouvoir instaurer aussi pour pouvoir Et faire alors, ça. suite à justement l'intervention ou l'audit, on peut appeler ça comme on veut, du pilote, là, on va mettre aussi en place des débriefings lors des situations exceptionnelles. Donc Ok. là, on ne le fait pas pour l'instant, mais quand il y aura une situation exceptionnelle, bon, j'entends par exceptionnel des situations, je dirais, parfois dramatiques, mais parfois aussi des situations tout à fait où tout s'est bien passé, on va mettre en place, juste derrière ça, et c'est la demande du personnel, aussi un temps d'écoute pour le personnel qui puisse s'exprimer sur la manière dont se sont déroulées les choses, et ça, ils en ont besoin. Mm. Alors ça peut être aussi dire, ah ça s'est super bien déroulé, on a fait tel truc un peu dans l'urgence et tout s'est bien passé, etc. On a aussi besoin de pouvoir dire, ça Mm. c'était chouette, c'était bien, retenons-le pour la prochaine fois où ça se passe, mettons en place ce petit trajet de soins de la même manière la prochaine fois, répartition des rôles de chacun, etc. Ou à l'inverse, ben là écoute, on était 10 là où il en fallait 5, donc il aurait peut-être fallu faire sortir les 5 en trop, ou bien on n'a pas pris l'avis de la bonne personne au bon moment, on n'a pas fait. Et donc, en parler, je pense que c'est important aussi. Et donc, pouvoir écouter les différentes personnes qui ont sur le cœur quelque chose de positif ou de négatif. Je pense que c'est bien et ça nous permettra, je pense, de faire mieux la prochaine fois, dans un sens comme dans l'autre. Donc, briefing, Oui. débriefing, enfin, Ouais. on est vraiment un peu dans le langage, effectivement, Mhm.
pilote ou responsable d'entreprise ou responsable d'équipe. C'est quelque part partout pareil, mais je trouve que c'est intéressant. Enfin, moi, j'étais quand même à me dire en t'entendant quand on s'était rencontrés, de me dire que c'est quand même un super exemple à montrer parce que je ne sais pas si on perçoit ou si on vit ce corps médical tous avec cette même dynamique, en tout cas, ou cette même attention. Et cette attention, mais tu la déclines aussi auprès d'étudiants, Voilà. puisque prof en Ouais. sémiologie. Voilà, oui. Ouais. Et donc là, c'est évidemment le lien est tout de suite fait sur est-ce que nous, médecins, on a été formés à ça? Ben, pas du tout. Et donc, ça, c'est vraiment un gros problème. Et donc, moi, j'ai la charge de cours en sémiologie. Qui ne sait pas ce qu'est la sémiologie? Ouais. Donc, la sémiologie, c'est l'étude des signes et des symptômes des maladies. Donc, c'est savoir interroger un patient, savoir l'examiner. Et de nouveau, là, ben, la première chose, c'est d'écouter le patient. Monsieur William Osler, qui est un médecin très célèbre du 19e siècle, le disait lui-même, écoutez le patient, il vous donnera le diagnostic. Donc, il faut prendre le temps d'écouter. Alors, ça prend du temps, mais ça en fait gagner beaucoup. Et donc, écouter le patient. Et donc, de nouveau, nous, scientifiques, on aime bien faire des études, etc. Ben, les études montrent que, en fait, quand on prend le temps d'écouter un patient, dans 50% des cas, on a déjà le diagnostic à la fin de ce qu'on appelle l'anamnèse. Donc l'anamnèse, c'est l'interrogatoire du patient. J'aime pas trop le mot interrogatoire, mais bon, ça parle peut-être plus que l'anamnèse. Donc l'anamnèse, c'est se souvenir en amont. Hein. Ça vient du grec mnésis et ana. Et donc l'écoute du patient, ben, dans un cas sur deux, va nous apporter déjà le diagnostic. Et puis ça va être complété dans 25% des cas par l'examen clinique. Et puis seulement dans 25% des cas par les examens complémentaires, scanner, biologie, etc. Et donc c'est dans ce sens-là qu'il faut faire les choses, et c'est ce qu'on appelle la démarche diagnostique que j'enseigne aux étudiants, et j'insiste beaucoup sur cette partie de l'anamnèse et de l'écoute. Et alors l'écoute, c'est écouter ce que le patient dit, mais c'est aussi l'observer. Donc l'anamnèse, elle commence dans la salle d'attente, quand vous allez chercher un patient. Rien que déjà le voir se lever et venir dans votre cabinet de consultation, ben vous avez déjà énormément d'informations, à condition que vous sachiez ce que vous devez aller chercher comme information. Donc, on trouve ce qu'on cherche et on cherche ce qu'on connaît. C'est ce que j'aime bien dire aux étudiants aussi. Donc, il faut connaître beaucoup de choses pour être médecin parce qu'il faut penser à beaucoup de choses quand on regarde quelqu'un, un patient. On parle de diagnostic maintenant. Le tram est revenu à Liège, donc on peut en reparler. C'est le diagnostic de tramway, comme on dit dans les bouquins de sémiologie. Et donc, en voyant un patient, ben, le médecin va voir des choses qui permettent parfois au médecin de poser un diagnostic sans même avoir encore entendu le patient. Et puis le patient va s'exprimer et ça va venir confirmer évidemment ce qu'on suspecte. Mais là, c'est vraiment une partie importante et ça, j'enseigne aux étudiants maintenant que j'ai cette charge de cours. Et c'est intégré dans un cours que j'ai nommé communication thérapeutique, donc qui est un nouveau cours. Et ici, Thomas, présent, qui est médecin, sait très bien qu'il n'a pas eu ce cours-là, puisqu'il ne m'a pas eu comme prof à l'époque. Voilà, okay. Et donc, moi, je donne maintenant un cours de communication thérapeutique aux étudiants où je leur explique l'importance de la communication. Mais ça aussi, enfin, une bonne nouvelle. Ah, oui, parce que ce cours, il date de combien de temps? Ah, bah, ça fait moins de 5 ans, ouais. OK. Ouais. En quelle année, Bernard, tu donnes ça? En bac 2. Et puis je donne cours aussi en bac 3 et en master 2. Et donc communication. C'est tôt dans le cursus, hein, alors, ça m'avait frappé. Pourquoi est-ce que c'est si tôt dans le cursus? Parce que les étudiants, en fait, vont avoir leur premier contact hospitalier pendant les grandes vacances de bac 2, bac 3. Ils vont faire un stage infirmier de 15 jours, c'est ça? 15 jours. Donc le jeune étudiant en médecine, bac 2, qui n'a jamais mis les pieds dans un hôpital, on va le débarquer dans un service hospitalier avec son petit tablier blanc, son stéthoscope qu'il va mettre autour du cou, mais je lui dis, vous le rangez dans votre poche, vous arrêtez de faire le jeune docteur, parce que hein, ça c'est... Ah ben oui, mais ça je leur explique. Et je vais même plus loin, je leur explique ce qu'on appelle le SBAM. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est le SBAM? Donc c'est ce qu'on apprend aux vendeurs. Sourire, bonjour, au revoir, merci. Donc déjà, je suis chargé de leur éducation en fait, parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas. Mais non, mais voilà, c'est comme ça. Et donc on rentre dans une chambre, on ne se présente pas, on ne dit pas bonjour, et puis on s'en va, on ne dit pas au revoir. Et donc les patients, ils sont là allongés, donc déjà en position de faiblesse, et ils voient défiler toute une série de gens, et ils ne savent pas qui c'est. Et donc la dame, c'est une infirmière, le monsieur, c'est un docteur, c'est toujours comme ça. Alors quand vous avez une dame qui est docteur et un monsieur qui est infirmier qui vont dans les chambres, on appelle docteur le monsieur et on demande la panne à la madame. Et donc voilà, donc il faut se présenter, c'est important quoi, je veux dire. Et donc là, c'est la communication. Et dans la communication, il y a
un émetteur et un récepteur. Et donc le récepteur, il écoute, mais elle est bilatérale, la communication. Donc c'est l'un qui doit écouter, puis c'est l'autre. Et la communication, ben, je donne un cours de communication. Pourquoi? Ben, parce que j'explique aux étudiants que la communication, ce n'est pas un talent, c'est une compétence, donc ça s'apprend. Et donc, je leur donne toute une série d'acronymes, de petits trucs, etc., dont le SBAM, pour qu'ils ils communiquent correctement avec les patients et qu'ils établissent d'emblée une relation fructueuse et qui va être peut-être une relation, si c'est des médecins généralistes, la moitié des étudiants seront des médecins généralistes, donc ils vont devoir cultiver une relation avec leurs patients pour qu'il y ait une adhésion au traitement, qu'il y ait une confiance, que le patient puisse se livrer aussi au médecin et de nouveau, le médecin va l'écouter. Si le patient se sent en confiance et en adhésion avec le comportement du médecin, ben, il va avoir beaucoup plus de facilité pour livrer tout ce qu'il a à livrer, qui sont peut-être des choses anodines pour le patient, mais qui sont peut-être des choses importantes pour le médecin. Donc de nouveau, ben, là, on apprend, ou j'apprends aux étudiants que c'est vraiment un moment très important, et c'est dès la première minute. Hein, c'est le contact, c'est la première minute, et c'est vrai pour des patients, c'est vrai aussi pour des étudiants, c'est la première minute qu'un prof arrive dans une classe qu'il a déjà son image, c'est fait. Hein, le premier jour de la rentrée, le maître arrive dans la classe, les étudiants, ils ont déjà leur idée. Donc le premier contact ben, sera toujours le premier, il est essentiel. Il n'y a qu'un premier contact par définition, et celui-là est vraiment fondamental. Et donc, Alors, il faut se montrer ouvert à cette écoute et prendre le temps de se mettre au niveau du patient une fois qu'il est entré. Et donc, maintenant, ce qu'on recommande aussi, c'est de ne plus avoir ce bureau-là face, parce que pour le patient, c'est aussi une espèce d'agression d'avoir le médecin en face de lui avec son écran d'ordinateur, le patient de l'autre côté. Donc maintenant, ce qu'on demande plus aux étudiants, ben, c'est de prendre le patient à côté, qui voit ce qu'on met dans le dossier, il voit les clichés, il voit les prises de sang, etc. Et donc on participe ensemble à l'élaboration d'un projet ou d'une démarche diagnostique et puis de la conduite d'un traitement, etc. Donc ça, tout ça, c'est super important. Et tu disais, donc il y a, alors c'est tout ce qu'on apprend dans ce parcours d'écoute à EdoCoach aussi. Il y a à la fois cette disponibilité intérieure, hein, tu en parlais, donc par rapport aux soignants essoufflés, etc. Et tu disais aussi, il y a toute la manière d'installer l'écoute. Et par exemple, tu dis, on conseille par exemple d'éviter de s'asseoir sur le lit. Ah oui, parce que là, on fait aussi des oui. exercices hein, dans la bulle, en fait. La bulle d'un patient, elle n'est pas ronde, elle n'est pas symétrique. Et donc, il y a plusieurs manières d'approcher un patient. Et effectivement, certains pensent que c'est bien de s'asseoir sur le lit, etc. Mais là, vous êtes vraiment dans la bulle et là, c'est trop près. Donc, il faut prendre une chaise, il faut s'asseoir à côté du lit. Mais s'asseoir sur le lit, c'est une intrusion. On apprend aussi, et là, j'ai un schéma que je leur montre avec des couleurs, comment on touche un patient, quoi. Par quoi est-ce qu'on commence? Et les infirmières, elles apprennent ça aussi. Quand on lave un patient, on ne va pas commencer directement par les parties intimes. On va aller progressivement. Et c'est la même chose quand on aborde un patient. On ne va pas arriver de front et se mettre à 30 cm de son visage pour lui parler, évidemment. Hein. Par contre, si on arrive sur le côté, on pourra aller plus près. Mais s'asseoir sur le lit, ça, c'est pas recommandé parce que c'est vraiment pour le patient, c'est trop intrusif. Et donc, en tant que prof, et de tout ce cours magnifique qui a été lancé, enfin, moi je dis, enfin, tu les interroges sur quoi alors? Ou comment, c'est une mise en pratique? Comment est-ce que tu t'assures qu'ils vont, dans leur apprentissage, repartir quand même avec quelques pépites? Alors les pédagogues, parce qu'on doit suivre des cours de pédagogie à l'IFRES, et alors les pédagogues trouvent que les examens, c'est pas bien, donc il faudrait les supprimer. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord, évidemment, parce qu'il y a un moment, il faut bien faire un bilan de la connaissance, mais dans le cadre de la communication thérapeutique, il y a un examen mais qui est plutôt une formalité, parce que je pense que c'est plutôt une porte ouverte vers un apprentissage qui vont faire progressivement. Aujourd'hui, vous reviendrez vers ce cours plus tard, et il y a plein de choses qui vont vous sembler évidentes, qui pour l'instant vous semblent peut-être un peu obscures. Notez ça dans un coin de votre mémoire et puis vous reviendrez dessus quand vous serez en stage et vous comprendrez tout ce que je vous explique là maintenant, vous le comprendrez mieux. On passe des vidéos aussi avec la vidéo, je dirais, à ne pas faire et plein de choses. Et puis la même vidéo où on refait les choses comme c'est mieux de les faire. Quoi. Et on leur apprend aussi à utiliser certains mots plutôt que d'autres.
Par exemple, quand on va faire une prise de sang, ben, on n'agrippe pas le bras du patient en disant attention, je vais vous piquer, ça va faire un peu mal, hein. Ça, c'est moyen quand même, hein. Donc, ah oui, Non, non, mais alors si vous allez à l'hôpital, vous allez faire une prise de sang, c'est comme ça que en on fait, vous le ce sont des présente, hein. Donc, portes et là, ouvertes, ça, évidemment, mais ça oui, crispe tout de suite, quoi. complètement. Et c'est des portes, on croit que ce sont des portes ouvertes, mais je pense que euh, de pouvoir les mettre en lumière, en tout cas, parce que tout le monde n'a peut-être pas été dans la Ouais, situation d'être dans son lit d'hôpital. ça s'apprend, ouais. Et ça s'apprend, en tout cas, Ça, c'est oui. un bon apprentissage, d'aller dans un lit d'hôpital. Mais on ne peut Oui, pas conseiller ça à tous nos mais médecins, voilà. évidemment, hein. On ne va pas leur dire bon, tout le Non, monde va se non. faire opérer, comme ça. Mais c'est vrai que quand on a l'occasion, l'opportunité, enfin, je ne sais pas comment dire, moi j'ai eu une colique néphrétique il y a quelques années, et donc j'étais dans la peau d'un Oui, oui, tu patient. m'avais dit. Déjà, on observe tout ce qui se passe et qu'on se dit, ouais, bon, moyen. Et puis, et Non, puis mais on, c'est ça. ben oui. Et puis on réalise aussi tout ce que soi-même, peut-être, on doit améliorer parce qu'on on est les rôles sont C'est ça, inversés. c'est ça. Et alors, tout d'un coup, on se rend compte de plein de choses. C'est très intéressant, mais bon, on ne peut pas l'offrir à tout On le ne le monde, souhaite pas évidemment, à tout le maintenant. monde, mais en tout cas, voilà. Mais c'est intéressant Oui. de se poser la question, en tout cas, quand ça nous arrive, et peut-être de se poser la question avant que ça nous arrive, parce qu'il y a plein de choses qu'on peut observer de nouveau. Et donc, aux étudiants qui vont faire leur stage, là, je leur dis, en bac 2, je leur dis, ben, vous faites profil bas, là, hein, vous n'arrivez pas en docteur que vous n'êtes pas, et donc il faut aussi s'adapter, et la communication thérapeutique, c'est aussi savoir communiquer avec ses collègues, savoir communiquer avec une nouvelle équipe, et peut-être d'abord, dans un premier temps, quand on arrive dans une nouvelle équipe comme ça, ben, c'est observer un petit peu tout le monde, voir comment les choses se passent, et pas arriver avec, et je leur donne des conseils de communication, je leur donne des tips, etc. Je dis, si vous voyez qu'il y en a certains qui ne font pas comme j'ai dit, vous n'allez pas leur dire, ah ben nous on nous a dit qu'il ne fallait pas faire comme ça, etc. Je dis, vous prenez note, vous observez et regardez comment ça se passe et puis vous en tirez les conclusions. Mais ce n'est pas évidemment comme ça qu'on procède quand on est jeune, pas encore sec derrière les oreilles et qu'on arrive dans une équipe qui peut-être ne fonctionne pas bien, c'est possible, mais ce n'est pas leur rôle, quoi. Donc c'est aussi Position basse, enfin position basse, oui, oui, c'est ça. exactement. Mais Enfin, ils basse, apprennent beaucoup j'aime de pas, choses. mais c'est l'humilité, Fort quoi. de toutes ces remarques préalables, ils apprennent beaucoup de choses. Et donc, c'est la justification d'avoir ce cours-là en bac 2, parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas encore, ils ne perçoivent pas encore toute la pertinence de ce qu'on leur dit. Et alors, il y a des travaux pratiques à côté où on leur apprend à faire entrer un patient dans une salle d'attente, à l'installer. On leur apprend à toucher un patient de manière adéquate, à expliquer, par exemple, ben, comment on va formuler sa phrase lorsqu'on va faire une prise de sang à un patient, comment est-ce qu'on l'écoute. Il y a aussi des phénomènes qu'on leur apprend qui sont le mirroring. Donc, le patient s'exprime d'une certaine manière et le médecin reformule ce que le patient a dit, mais un peu de la même manière, parce que comme ça, le patient se sent bien entendu. On adopte aussi un peu la même position, et ça se fait souvent naturellement que le patient. Donc, si le patient se met d'une certaine manière, on se met un Ouais, peu c'est ça. de la même manière pour On être se en phase avec synchronise, lui. quoi. Et alors, ça va même jusqu'à la synchronisation de la respiration. Donc, essayer de synchroniser sur la respiration du patient. Quand on a un patient particulièrement anxieux, par exemple, etc., ou particulièrement agressif ou un peu agité, ben on va parler un peu comme lui et puis on va essayer de le faire redescendre tout doucement vers quelque chose de plus calme et ça marche. Et ça marche. Donc c'est des techniques aussi d'hypnose. Ok. Ouais. Donc, on a parlé de l'écoute du patient, il est au cœur, hein, donc tout ce qui est mis en place, en tout cas, on a parlé de l'écoute entre équipes pour les soignants qui vivent voilà, des choses très émotionnelles et avec une surcharge énorme. Mhm. On a parlé de l'écoute dès l'UNIF, donc ça c'est quand même une bonne nouvelle. On n'a pas encore parlé de l'écoute de toi, Ah oui, ça c'est plus parce que compliqué. j'imagine Oui. 200 personnes, oui, mais parce que ça fait partie aussi, 200 personnes, profs, médecins, enfin voilà, et quand même un certain, alors peut-être c'est là aussi où cette écoute a pu prendre son recul, parce qu'effectivement, il y a le côté comment tu vis le fait d'être moins sur le terrain, puisque aujourd'hui tu es plus dirigeant, manager, Ouais. leader que... Oui, tout à fait. Oui. C'est un autre métier, clairement, par rapport à ouais, ouais, c'est être au chevet du patient en première ligne. euh, et en plus, vu mon grand âge, je ne fais plus de garde. Donc là, vraiment, je ne suis La vraiment vie plus est belle. en première ligne. Mais
je continue quand même à être au quotidien. On a un colloque matinal où ceux qui descendent de garde expliquent à ceux qui reprennent la garde et à tous les membres du service ce qui s'est passé avec tous les patients. On parle aussi des patients qui posent souci. Et donc là, indirectement, je suis quand même dans les soins aussi parce que je mets mon petit grain de sel, etc. J'ai quand même un peu d'expérience. Et donc, on communique quand même sur les patients, même si moi je ne suis plus en première ligne pour les examiner. On vient encore, et ça me ravit, me trouver pour avoir un avis quand on ne s'en sort pas pour un patient ou l'autre. Donc je me dis, bah, peut-être que c'est encore un peu pertinent, quoi, mais c'est vrai qu'on peut se poser la question parce qu'on perd vite les automatismes, etc. Et donc, moi, c'est quelque chose qui me fait un peu peur. Je me dis, si maintenant je devais, ça fait 2 ans que je ne fais plus de garde, si maintenant je devais refaire des gardes, ben je me dis, est-ce que je serais encore aussi alerte que ce qu'il faut l'être. J'en sais rien, peut-être un peu moins quand même, moi j'ai l'impression. Mais par contre, je continue quand même à faire de la clinique, même si ce n'est pas au chevet du patient. Et c'est une question que je m'étais posée avant de prendre la chefferie de service. Et je m'étais dit, bah, je vais continuer à m'occuper de mon unité et puis je ferai ça en plus, quoi. Mais non, après une semaine, je me suis rendu compte que ce n'était pas possible. Parce que on ne peut pas rajouter des couches tout le temps. Je veux dire, à un moment donné, il faut, voilà, S'écouter. il faut s'écouter. Et donc ça, c'était pas possible. Mais par contre, je suis du coup quand même bien légitime dans ma fonction, puisqu'avant c'était mes collègues, que maintenant je suis leur chef, mais je suis légitime parce qu'on a travaillé ensemble et on se connaît et on sait ce que chacun vaut et je les connais bien aussi. Et donc je sais aussi être à leur écoute parce que moi j'étais à leur place avant. C'est ça. Et donc quand ils viennent me trouver et qu'il y a un problème, ben, je sais entendre et je connais la pertinence de leurs demandes ou de leurs plaintes ou de leur énervement, etc. Donc c'est important aussi, je pense, d'avoir une certaine légitimité et d'être de nouveau à l'écoute de ses collègues, de pas décider du haut de son bureau, je veux dire, toute une série de choses. Donc on décide ensemble, on travaille ensemble au quotidien, on ne fait pas le même travail. Il y en a un qui est obligé je dirais, et c'est moi, ben, de gérer, de manager toute cette équipe. Et donc, on n'est pas 24 heures sur 24 à l'hôpital, évidemment, mais par contre, je trouve dans ce poste, on est préoccupé 24 heures sur 24. Qu'est-ce qui te motive le plus justement dans ce poste, dans ce nouveau métier? Enfin, tu pratiques déjà depuis un petit temps, mais Euh, c'est de qui fait le plus découvrir, sens en c'est fait. de découvrir. Alors, ce qui fait plus de sens, ben, c'est de gérer une équipe et d'assurer leur bien-être. Et par le fait que cette équipe ait un certain niveau de bien-être, d'améliorer sans doute la qualité des prises en charge et la sécurité des patients, parce que je pense que si on n'est pas bien dans son boulot, on ne peut pas bien le faire. Et donc là, moi, c'est qualité et sécurité, pour moi, c'est vraiment des points hyper importants dans le service. Donc je leur bassine les oreilles tout le temps avec ça. Et donc j'organise des formations, etc. On en a parlé, il y a la formation CRM, mais il y en a d'autres. Et donc j'essaye d'être le garant de leur bien-être. Il y a évidemment un travail à fournir, il y a des heures à prester, bien entendu, mais j'essaye que ce soit le mieux réparti, que ce soit vraiment qualitatif. Et donc ça, je pense qu'on y arrive bien, et on sait qu'on y arrive bien quand on voit que bah, les gens ils sont souriants le matin, quand ils arrivent, que tout le monde se respecte, que tout le monde est bienveillant. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi. Donc ça existe, hein, c'est pas bisounours. On en a ici la preuve sur patte, de pouvoir mettre cette écoute au cœur. Et donc l'écoute de toi, on avait aussi dit un des pièges que tu as assez rapidement écouté et dans lequel tu dis que c'est important de ne pas tomber justement dans tout cet écosystème. C'est le top-down, oui, c'est de Oui, le décider tout seul. top-down, Oui. voilà, et de décider. Oui. Oui, donc j'ai mis en place, enfin je parle que de moi, mais bon, c'est un peu l'objectif, hein. Mais, mais j'ai mis en place une manière de fonctionner dans le service qui est un comité stratégique où tous les 6 mois, 3 de mes chefs de clinique font partie de ce comité stratégique. On se voit toutes les semaines 1 heure et on décide de la mise en place de nouveaux plans stratégiques, de nouveaux projets, etc., qui sont ensuite validés en conseil de service qui lui se réunit 1 fois par mois. Conseil de service qui se réunit avec tous les médecins permanents du service, dont 3 font partie du comité stratégique et changent donc tous les 6 mois. Et donc on met en place la stratégie de fonctionnement du service. C'est là qu'on discute de toute une série de problèmes. C'est un peu, je dirais, une discussion pendant 1 heure de comment on vit le service, des nouveaux projets, etc. Et
plutôt que d'arriver en conseil de service qu'un un ordre du jour que j'aurais façonné moi tout seul, ben, j'arrive en conseil de service avec un ordre du jour qu'on a façonné ensemble. Et donc on a déjà pré-mâché les sujets. On a déjà peut-être décidé, ben, ce truc-là, non, on ne le fera pas. Ça, on va le faire, on va lancer. Et donc ça permet d'être plus dans une démarche participative. Et ça, c'est quelque chose d'important pour moi. Donc cette dynamique participative, mais en conseil de service, je le redis quasi chaque fois. Donc dynamique participative, là-dedans, il y a deux mots, il y a dynamique et participative. Donc il faut qu'ils participent de manière dynamique. Donc il faut qu'il y ait une énergie aussi derrière. Sinon, alors on arrête de faire tout ça. Et moi, je décide tout seul. Je sais prendre des décisions, mais je préfère qu'elles soient avalisées, on va dire, par la majorité, parce qu'on n'a jamais 100% d'adhérents, mais qu'elles soient avalisées par la majorité, parce que je pense qu'il y a plus de chances de réussir. Donc on a décidé là, récemment de modifier un peu les horaires. Ben, ça a été fait je dirais, en adhésion avec la majorité. L'un ou l'autre qui n'était pas tout à fait d'accord, mais on fait un test de 3 mois, donc moi je fonctionne souvent comme ça. On décide quelque chose, on met en place pendant 3 mois, et puis on évalue, et puis on valide. Et donc ici, ben, on a changé les horaires, et on va voir si ça fonctionne bien. Mais de nouveau, ben, sur décision du comité stratégique, on a proposé ça en conseil de service, et puis on essaye et on valide. Donc je trouve que c'est une manière plus sûr d'avoir l'adhésion de tout le monde pour la mise en place de projets. Alors il y a des projets comme celui-là organisationnels, il y a des projets aussi de recherche, il y a des projets d'enseignement, et tout ça passe chaque fois par je dirais, la même étape. Et à côté de ça, ben, on a la même chose pour la qualité et la sécurité. Donc on a un comité restreint pour qualité et sécurité qui se réunit une fois par semaine, et puis une réunion plénière. Là, c'est médecins et infirmiers, donc tous ensemble on discute des projets de qualité et sécurité, donc mise en place des procédures, etc. Okay. Tout ça se Et fait donc, de ensemble. toutes ces initiatives académiques, de l'équipe par rapport aux patients, etc., comment est-ce que vous êtes contagieux? Ah bah, je ne sais pas très bien en fait. Pour l'instant, je ne sais pas si c'est contagieux ou pas. C'est Que ce qui se passe dans... Enfin, moi, je me dis, tiens, ça pourrait être un super peut-être pour pilote ouais, bien sûr. pour d'autres services, comment ça Je sais bien pourrait... qu'au bloc opératoire, pour la formation CRM, là, ils sont peut-être intéressés. J'ai Ok. vu une qualiticienne du bloc opératoire, je ne sais pas si tu connais, Sandra Novak, tu connais, non? Qui est une qualiticienne du bloc opératoire et qui a dit ah, la formation, là, ça m'intéresse, il faudrait qu'on en parle, etc. Donc peut-être que ça va... mais bon, pour l'instant, alors c'est pas contagieux comme ça, mais moi j'essaie de les contaminer en fait parce que j'ai créé donc au niveau du service des pôles d'excellence donc dans les différentes disciplines. Donc il y a un pôle d'excellence cardiovasculaire, un pôle neuro, un pôle gastro, un pôle polytrauma, un pôle respiratoire, j'en rate peut-être l'un ou l'autre. Et là, les pôles d'excellence, c'est 3 médecins du service particulièrement intéressés par cette discipline-là qui vont se former, être plus pertinents, être vraiment à la pointe, ils vont aller au congrès, etc. Puis dispatcher dans le service après avoir, je dirais, pré-mâché les infos pertinentes, etc., prévoir des formations, etc., pour le reste des collègues. Et ces pôles organisent des groupes de travail avec les spécialistes extérieurs en relation avec ce pôle d'excellence-là pour soigner les relations, parce que nous, nos patients, évidemment, ils viennent la moitié des urgences, l'autre moitié de l'hôpital. Donc c'est le pneumologue qui a son patient qui va à un moment donné présenter une défaillance respiratoire majeure qui va nécessiter qu'il vienne aux soins intensifs. C'est nous qui nous en occupons, c'est nous qui avons je dirais la main sur la prise en charge du patient, mais toujours en collaboration avec le spécialiste extérieur. Okay. Et donc là, c'est important, évidemment, d'avoir des relations agréables, Oui, bienveillantes et qui sont fructueuses aussi. Ça n'a pas toujours été le cas, c'est pas toujours évident. Et donc, on met en place des groupes de travail sur des sujets particuliers, incluant les spécialistes extérieurs et le pôle d'excellence du service. Okay. Et donc ça permet effectivement peut-être de contaminer peut-être les services parce qu'ils connaissent ma préoccupation pour la qualité et la sécurité. Donc avec eux, on met en place des retours d'expérience quand il y a eu des événements indésirables. Donc retour d'expérience, on fait la timeline de ce qui s'est passé avec les différents intervenants et on regarde quels sont les points de fragilité auxquels on peut apporter quelque chose. Okay. Et donc là aussi, on est finalement à l'écoute de nos collaborateurs extérieurs. Et on fait des réunions pour ça.
essaye de dire s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien, et de votre point de vue, tout ça, moi je suis preneur de nous améliorer, etc. Mais il faut que la volonté Bien soit, sûr. Oui, oui, oui. Enfin, tu soit crées les celle-là, quoi. réflexes, en Ouais, tout ouais, cas, où ouais. tu essayes Ouais. d'initier. Bon, mais moi, je me réjouis d'entendre ça parce que je trouve que on n'en a pas toujours de l'extérieur les mêmes échos, ou en tout cas de l'intérieur non plus, puisqu'il y en a qui vivent ça de l'intérieur. Donc, à Rencontre âme, on prend toujours un petit moment aussi pour se mettre par deux, trois, quatre personnes, enfin voilà, en petits groupes, pour juste peut-être dire de ce que tu as témoigné comme initiative au sein des équipes, etc. Mais de l'intérieur d'abord, qu'est-ce qui vous surprend quand vous entendez ça, peut-être en tant que personne, et peut-être dans vos rôles, parce qu'il y a différents rôles ici dans le cercle, dans vos métiers, ou qu'est-ce qui résonne, qu'est-ce qui vous surprend, et qu'est-ce que vous auriez éventuellement comme question à poser à Bernard. Mais voilà, c'est quoi vos bonnes surprises, en tout cas d'entendre ça, ou vos étonnements, et qu'est-ce que vous auriez envie peut-être de questionner ou de témoigner, parce que il y a des professionnels, managers et soignants et autres ici dans le cercle. Donc voilà, mettez-vous quelques minutes, hein, juste par 3-4, pour faire émerger ce qui vous a surpris, pour faire émerger ce que vous auriez envie de questionner. Ou de témoigner. Pas s'empêcher de parler de soi, évidemment. Mais j'ai un peu skippé sur l'écoute de moi, mais c'est parce que je n'ai pas vraiment la réponse, en fait. Parce qu'à mon avis, ce n'est pas que le cas, mais quand même. Comme je t'ai dit pour l'écoute de moi, je pense que j'ai la chance d'être assez résilient, tu vois, et donc je me pose pas. Non, j'ai la chance d'être assez résilient et je n'ai pas de. Oui. Je ne me sens pas. Comme il y en a assez bien qui auraient aimé être là, et je pense qu'on devrait beaucoup plus d'oreilles à avoir la chance d'écouter ceux qui poussent et ceux qui se met en initiative. Quand vous allez prendre la parole, il y a un petit micro qui n'est pas un micro pour amplifier le son ici, parce qu'on est qu'entre nous et je pense qu'on s'entend, mais c'est juste pour qu'au niveau de la qualité des questions, des réponses, le son puisse être correct. Donc je viendrai près de vous avec ce petit micro pour juste faire un petit retour, un témoignage, un étonnement, une question, à vous la parole. Ah, merci, ça fait du bien. Oui, un merci d'abord, parce que ça fait du bien oui, d'entendre que c'est possible, hein. Moi, je travaille dans un milieu de rééducation, je suis kiné, j'ai beaucoup de gratitude pour l'environnement dans lequel je suis. Néanmoins, ces derniers mois, je suis interpellée par le monde plutôt infirmier, les services infirmiers qui sont dans une souffrance qui m'apparaît extrêmement difficile ces derniers mois, alors qu'avant, depuis le Covid, il y en a d'autres, hein, des services, j'entendais, mais on était préservés. Et je me dis, l'infirmière qui vous écoute aujourd'hui dit, je le voudrais bien comme responsable. Comme ça, hein, comme ça. On engage. Voilà. Et comment faites-vous pour comment font-ils pour trouver ce temps de débriefer, de prendre. Nous, on part au plus pressé, et quand ils sont un peu plus nombreux et qui peuvent faire des choses, qui prendre le temps d'écouter ou de dialoguer avec un patient, ils disent, on sent, on les voit souriants, et on dit, ils ont eu une fois ça, ils sont, mais dans leur quotidien, comment on fait parce qu'il y en a qui y arrivent, hein, quand même, malgré, dans un service,
Dans la vraie vie. Dans la vraie vie, oui, c'est ça. Ah, ça reste difficile, hein. Donc effectivement, on est en réduction de personnel, donc on ferme des lits parce qu'on n'a pas assez de personnel. Et oui, c'est difficile, mais je pense qu'il suffit parfois de pas grand-chose pour pouvoir créer le lien. Il faut du temps, bien sûr, mais je pense que il faut être vraiment très vigilant. Et on parlait de s'écouter soi-même. Je pense que le personnel s'écoute aussi et sache tirer la sonnette d'alarme quand il se sent débordé, passer la main. Mais je pense que ce métier-là, sans cette relation d'écoute, alors on déshumanise complètement et on arrive à des catastrophes. Et je pense que la déshumanisation, c'est vraiment le stade avant le burn-out, hein, qui est un terme qu'on aime bien maintenant. Et il faut être très vigilant à ça. Je pense qu'il faut. Chacun doit regarder comment il fonctionne et être vigilant si à un moment donné il voit qu'il ne fonctionne plus correctement. Mais c'est aussi le rôle des chefs, etc., de donner un temps de parole à ces équipes pour percevoir comment elles vivent ça et savoir parfois essayer de renforcer un peu l'aide qu'on peut apporter à l'un ou à l'autre qui est en train d'être débordé. Donc il y a besoin d'une cohésion au sein des équipes et d'un esprit d'équipe qui fait qu'on se répartit la tâche et on n'est pas chacun dans ses chambres sans pouvoir faire appel aux autres, quoi. Mais c'est vrai que pour l'instant, et moi j'ai ressenti ça depuis le Covid, il y a un truc qui a changé, quoi. Il y a un truc qui a changé moins d'attractivité de la profession, beaucoup de départs, du personnel surchargé qui n'a pas, à mon avis, encore récupéré du stress du Covid. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui travaillent dans les hôpitaux ici, mais le Covid, c'était quelque chose, nous, en réanimation, c'était terrible, quoi, hein. Donc, on a en général la moitié des patients qui sont au respirateur. Là, on avait 100% des patients au respirateur, avec une déshumanisation totale de la prise en charge parce que tous les patients avaient la même histoire. Donc il y avait des unités où les infirmières mettaient des photos avec les familles, etc., pour quasi reconnaître les patients parce qu'ils avaient tous vraiment la même histoire, mais ils étaient tous à des stades différents. Et puis il y avait des unités où ils ne voulaient pas et c'était tous les mêmes et on ne voulait pas mettre des photos, machin, etc. On a été même amené à transférer des patients vers d'autres hôpitaux parce qu'on n'en pouvait plus et on a ouvert en plus une vingtaine de lits supplémentaires dans la salle du réveil qui n'étaient pas utilisés puisque le bloc opératoire ne tournait quasi plus. Et donc là, on était vraiment débordés et on a eu un pic d'activité qui n'a cessé de croître jusqu'au week-end de Pâques là, de 2020. Où moi, j'étais de garde, je m'en souviens très bien. Et on avait commencé à envisager de dédoubler les chambres, donc c'est des chambres d'une personne, de dédoubler les chambres, donc de mettre un deuxième lit. Et comme on n'avait pas assez de respirateurs, de prendre les respirateurs de salle d'op. Et puis, on est arrivé au max. Et puis, à la deuxième vague, on s'est mieux organisé. On a pris les patients en charge un peu différemment parce qu'on a vécu de notre expérience et on a transféré beaucoup plus tôt vers notamment le Limbourg et c'était vers le Limbourg et je pense l'Allemagne où ils étaient moins surchargés que nous et donc là on a pu gérer ça de manière plus. Mais depuis lors, je pense que ça a quand même laissé des cicatrices, quoi, ouais. Oui, j'avais une question. Enfin, d'abord, merci, c'est vraiment magnifique, vraiment, vraiment magnifique. Merci. Donc, j'espère que c'est contagieux, parce que vraiment, là, il y a peut-être Contamination quelque chose à lente, à mon avis. faire. Oui. Mais bon, j'imagine que vous mettez déjà beaucoup d'énergie là-dedans. Ouais. Moi, j'avais une question qui était un peu en lien avec l'écoute. Vous avez parlé aussi au début surtout des émotions. Et donc, il y a un niveau émotionnel, j'imagine bien, qui est haut, que ce soit la peur, la colère, la tristesse. Et donc, c'est une question, enfin, on a beaucoup parlé de l'écoute au niveau des oreilles, de la tête, il y a l'écoute du cœur. Et donc, comment est-ce qu'en pratique, vous arrivez à la fois être à l'écoute avec le cœur, c'est-à-dire avoir un cœur ouvert par rapport aux patients ou la famille, et en même temps se protéger en tant que personnel soignant. Donc, quelle est la pratique et comment est-ce que, j'imagine, on ne peut pas enseigner ça, et néanmoins, il y a peut-être une pratique ou un accompagnement à faire au niveau du personnel soignant, Moi, je pense qu'il y a parce que quand ça ne va même, pas être évident, quoi. il y a quand même des choses à dire et à expliquer. De nouveau, il y a des études qui ont été faites là-dessus, sur l'empathie du soignant. Et l'empathie, c'est bien, mais pas trop quand même. Donc il faut effectivement se protéger et il ne faut pas pleurer dans les bras des familles, etc. Mais non, mais j'ai certains chefs de clinique qui ont un peu cette tendance-là à être trop
trop dans l'empathie. Donc là, je pense qu'il faut, et même pour le patient, c'est pas toujours bénéfique d'avoir un médecin ou un soignant qui est trop empathique. Il faut de l'empathie, bien entendu, mais on ne peut pas se mettre totalement à la place du patient, puisqu'on en a plusieurs. Et donc, il y a une certaine réserve à avoir quand même, ça doit être dit. Et puis alors le fait qu'on soit plusieurs aussi va un peu diluer notre souffrance parce qu'on est amené, moi j'ai déjà quand même eu des choses très difficiles que j'ai vécues parce qu'on ne peut pas s'empêcher dans certaines situations de se projeter. Quand on a une situation qui ressemble très fort à quelque chose qu'on pourrait vivre parce que c'est quelqu'un de l'âge de vos enfants ou parce que c'est une situation qui vous en rappelle une autre, etc. Il y a des choses qui sont très difficiles. Et alors, moi j'ai beaucoup de problèmes avec l'injustice et donc parfois il y a des situations qui me semblent injustes, quoi. Et donc, les règles d'en parler, ça m'émeut un peu, mais il y a des situations où j'ai vraiment été très mal, quoi. Et ça, je demande à un collègue de venir à la rescousse. Je ne vois jamais les familles seules. Donc c'est ou bien on passe dans la chambre et alors à ce moment-là on est avec un autre médecin ou un stagiaire ou un autre infirmier ou le chef infirmier. Donc ça permet d'un petit peu parfois passer transitoirement le relais à un collègue ou à un autre soignant. Et puis quand on voit les familles pour des entretiens plus sérieux, quoi, en dehors de la chambre à ce moment-là, là on est plusieurs. Et donc je pense que ça aide aussi à la charge psychologique, ça aide aussi. Donc en général, on a deux psychologues dans le service, donc il y a souvent une psychologue qui vient avec nous, il y a le chef infirmier, il y a le médecin. Moi je demande parfois à un assistant ou à un stagiaire de venir avec pour qu'il, je dis, tu ne dis juste rien, tu écoutes et tu regardes. Parce que voilà, ça s'apprend aussi. Hein. Et donc, les psychologues sont là aussi. Je pense c'est assez bénéfique parce que c'est un peu une tierce personne qui n'est pas impliquée dans les soins. Donc, elle peut donner un petit peu un regard un peu plus neutre sur la situation et aussi relever certains problèmes dans la relation. Et puis, alors, elle peut aussi revoir les familles après séparément. Et même une fois que le patient est sorti, elle revoit parfois certaines familles. Elles peuvent aussi aider, quand il y a des enfants en bas âge, l'accompagnement des enfants pour venir voir un papa ou une maman qui est hospitalisée ou un grand-papa, etc. Et donc, le fait de faire tout ça en équipe permet comment dirais-je, de pouvoir supporter tout ça. Mais c'est vrai que parfois, on est envahi par des sentiments très forts. Et ce n'est pas notre rôle d'aller trop loin dans cette démonstration-là, quoi. Donc on doit accompagner, mais on ne doit pas. Oui, c'est l'équilibre, quoi. Oui, non, c'est super important, oui, parce que sinon on ne va pas résister très longtemps. Ouais. Et puis pour le patient et la famille, c'est pas rassurant d'avoir un soignant qui fait preuve de trop d'empathie ou qui s'investit trop dans l'émotion de la situation. Non, évidemment. Et moi, j'ai toujours essayé de ne pas, par exemple, soigner des gens de ma famille, parce que là, l'émotion, le subjectif prend trop de place et on doit être être des bons médecins, être en pleine possession de nos moyens, être bien objectif et avoir vraiment la tête sur les épaules, quoi. Et quand on part dans l'émotion, voilà, on n'est pas toujours approprié. Je peux? Oui. Ah oui. Ah oui, on parlait bien dans le micro. Bonjour. Merci beaucoup pour votre témoignage qui est, je trouve, super, super intéressant. Et moi, je travaillais en entreprise, mais je me suis beaucoup intéressée au monde des soignants. Et j'ai donné une formation à des soignants sur justement la connaissance d'eux-mêmes. Et j'ai été très frappée justement par leur difficulté à se dire eux-mêmes et à être justement dans la reconnaissance de là où ça faisait mal chez eux, là où c'était fatigué chez eux, alors que pour leurs patients, c'était beaucoup plus simple. Et je me disais, mais c'est étrange, en fait, parce que pour moi, en qualité de plutôt coach formatrice, ça me paraît évident on part d'abord de soi pour pouvoir aller vers l'autre. Et je me demandais comment vous arriviez à gérer ça chez vous. Parce que ça demande une sacrée base que vous faites au quotidien par rapport à l'accompagnement de familles en détresse. Parce que vous parliez des patients, mais
Moi, pour avoir été souvent accompagnatrice, je me suis souvent sentie en détresse moi-même. Et donc, je trouve que vous méritez votre profession, la vôtre, et Dieu sait qu'elle est multiple. Hein, quand je dis vous, c'est pas seulement les médecins, c'est tout le personnel soignant. Vous méritez tellement ce que dans les entreprises, il existe. En entreprise, il y a des tas de formations qui existent, qui sont données, et j'ai l'impression que dans les hôpitaux, c'est pas du tout le cas. Voilà. Donc, comment est-ce que vous vivez ça au quotidien? Il semble que vous arriviez à justement, c'est un défendre. constat effectivement que j'ai fait aussi Ouais. dans mon parcours et c'est pour ça que j'ai mis en place quand j'ai eu la charge de cours de CMIO de mettre en place des éléments, mais c'est peu de choses, et de mettre dans le service aussi en place ces mêmes éléments qui agissent sur le facteur humain, dont on se préoccupe peu dans la formation. Et donc, en fonction un peu, je dirais, du caractère de chacun, on se construit un peu tout seul, mais on n'est pas fort aidé là-dessus. Et je pense qu'effectivement, moi, j'estime que ce n'est pas un talent, c'est une compétence, donc ça s'acquiert par des formations. Mais le problème, c'est que chez nous, on a énormément de personnel. Et donc, former tout le monde là maintenant, c'est un peu tard, quoi. C'est pendant les études qu'il aurait fallu le faire. Et que quand on demande ça aux gestionnaires, j'aimerais bien dégager des heures pour des formations, Oui, etc. c'est ça. Non, c'est pas Oui, c'est possible. ça. On a déjà X lits fermés, tu vas nous les prendre encore pour des heures. Et c'est un très mauvais calcul. Hein. Mais ce que vous faites est, je trouve, super intelligent. Le fait de former des relais, voilà. c'est hyper efficace J'ai trouvé comme dans des solution, grandes équipes. ouais, Oui. et il faut évidemment arriver à convaincre les relais, Oui. les former Oui. correctement. Mais et ça, c'est aussi, et c'est quand même un travail de tous les jours, de motiver ces relais. Et c'est un peu une espèce de dichotomie, j'ai envie de dire. Hein. Donc, Oui. on a 7 unités, donc chaque unité a 2 relais, et alors on essaye que ça percole, et puis on va reconduire probablement ça l'année prochaine. On ne sait pas encore pour l'instant si on va reformer d'autres relais. Moi, je ne suis pas trop pour. Moi, je serais plutôt de prolonger ce qui a déjà été fait avec les premiers relais. Oui, parce qu'il faut le faire vivre, quoi. Il faut continuer à le faire vivre, à l'alimenter. Et tout, et donc là, je serais, mais on en discute pour l'instant en comité stratégique, justement, de voir comment on va poursuivre cette action. D'abord, qu'est-ce qu'on met en place suite à cette formation? Donc là, on est en train de mettre une série de choses en place. Et puis, comment est-ce qu'on va... Est-ce qu'on fait un refresh ou bien est-ce qu'on poursuit cette formation? Mais avec qui? Est-ce que notre pilote de ligne, là, il sait aller plus loin dans son truc ou pas? Et donc, tout ça, c'est en cours de questionnement. En tout cas, vous dites que vous ne faites pas grand-chose, mais moi, je peux vous dire qu'en qualité de spécialiste de communication interne, vous faites pratiquement tout ce qui peut être fait. Hein. Franchement, avec les moyens du bord, quoi, mais on essaye. Mais c'est pas si simple que ça parce que même et étonnamment, même les soignants, etc. Il y en a parfois qui ça sert à quoi tous ces trucs-là? C'est bon, quoi. Hein. Et puis alors après, on a eu quasi des difficultés à trouver les 24 les copilotes là. Et puis là maintenant, quand ils ont vu, ils sont tous moi j'aimerais bien aussi finalement. Oui, c'est ça. En fait, c'est le premier pas. T'as raté le train là. C'est le ce sera premier pour pas. la prochaine fois. Oui, et donc effectivement, même dans les copilotes, il y en a qui sont venus un peu avec des pieds de plomb, j'ai envie de dire. Et puis après, ils en redemandent. Et le meilleur moment de ces formations-là, parce que moi j'ai voulu assister à toutes ces formations pour observer un peu chacun et en bénéficier aussi le premier jour. Et puis le deuxième jour, j'ai réécouté. Mais c'était de voir en fin de formation le feedback et leurs envies et ce qu'ils voulaient mettre en place, etc. Quoi. Et là, direct, plein d'idées qui viennent et qui se disent, notamment l'interruption de tâche, ça c'était le truc. Ah oui, ça c'est. Ouais. Ouais, ça, je crois que vous donnez beaucoup d'espoir à plein de gens dans la salle, en tout cas. Oui, merci beaucoup. Ça fait un bien fou. Hein. Moi, j'imaginais pas qu'il y avait encore des médecins qui pensaient communication. Donc voilà. Oui, ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. On se demandait aussi, notamment dans le petit groupe, comment prend ça votre hiérarchie, puisque on sait que les finances des hôpitaux, c'est pas ce qu'il y a de plus
foufou pour l'instant, etc., etc. Et donc, d'une part, et d'autre part, c'est vrai que la réalité nous semble, qu'on entend, c'est des assistants qui sont complètement débordés, des infirmières qui trouvent qu'elles ont plus le temps pour faire cohésion, même juste dans l'équipe, etc., etc. Et donc, effectivement, moi, j'étais surprise de votre témoignage. Enfin, complètement étonnée d'ailleurs. Imaginez ça en plus en soins intensifs. Donc franchement, c'est une bonne nouvelle, c'est vraiment une bonne nouvelle. Mais comment ça se passe au-dessus, et avec moi l'intime conviction que ce qui va donner du sens aux soignants et ce qui va faire revenir des gens dans le soin, c'est ce que vous êtes en train de faire. Hein, parce que toutes les infirmières qui sont encore infirmières, elles me disent, moi je trouve plus de sens, je comprends plus C'est rien. redonner du sens à ce qu'elles font au quotidien, ou ce qu'ils font au quotidien, effectivement. C'est vraiment ça, un des buts, effectivement, c'est de redonner du sens, redonner de l'attractivité. Et donc, moi, j'essaie de convaincre la hiérarchie du bien fondé de tout ça. Ouais, ils sont un peu... mais il faut attendre les résultats, je pense. Maintenant, ils sont venus quand même... parallèlement à ça, j'ai organisé le premier congrès en janvier 2025, qualité, sécurité aux soins intensifs, et on va voir le deuxième épisode en 2026. Et c'est là que le pilote est arrivé, j'ai envie de dire, et que je me suis dit, là, il y a quelque chose à faire avec... on l'avait identifié sur LinkedIn, ses formations, etc. Donc, il était venu faire un petit topo lors du congrès de janvier 2025. Je me suis dit, là, il faut qu'il revienne. Et donc, on a mis en place cette formation CRM. Et la direction était là quand même. Hein. Donc, ils sont venus écouter. Donc je pense que quand même, ils se rendent compte qu'il faut trouver des solutions et que c'est peut-être une piste de solution. Ils ont des difficultés à nous libérer, les infirmières et les infirmiers, pour des formations comme celle-là. Mais à ma demande, j'ai quand même obtenu d'avoir une formation, enfin pas une formation, mais d'envoyer 2 de nos infirmiers en congrès à Paris en juin, en disant c'est important qu'ils aillent voir un peu les congrès infirmiers, voir comment ça se passe dans les autres hôpitaux, dans les autres équipes, pouvoir discuter avec les collègues et remotiver, donc présenter peut-être un petit poster, des choses comme ça. Et donc là, la direction a été d'accord de financer la moitié, donc j'ai financé l'autre moitié, même si ce n'est pas moi qui ai la charge, je dirais, des infirmiers. Il y a une direction infirmière, il y a une direction médicale, hein, c'est très séparé dans les hôpitaux. Et donc la direction infirmière a accepté de financer la moitié, j'ai financé l'autre moitié, et ils sont revenus super enchantés. On a fait une session qu'on a appelée Highlights SRLF, puisque c'est de la SRLF qu'il s'agit, Société de réanimation de langue française, donc c'était en plus en français, ce qui est rare pour un congrès. Et donc tout le monde a présenté ce qu'il avait pu écouter, etc., aux collègues, et donc il y a d'autres maintenant qui sont motivés pour y aller. Et donc ça aussi, ça redonne du sens, parce que quand on est dans son hôpital à faire son boulot, et on ne se rend pas toujours compte de ce qu'on fait, de ce que les autres font, et pourquoi, est-ce qu'on peut mettre en place, ce qu'on peut mieux faire. Et ce qui est important, je pense, c'est de donner un peu des missions à chacun dans son boulot, des projets, des perspectives, et redonner du sens à ce qu'on fait. Et parfois, c'est important d'échanger avec d'autres d'ailleurs, pour se rendre compte que ce qu'on fait, on le fait peut-être très bien, on est peut-être un peu particulier dans certains trucs, et ça redonne aussi de la valeur à son boulot, et de la pertinence, et puis ça donne peut-être des envies de faire comme l'autre. Et donc c'est une émulation, quoi, finalement, je trouve, de faire ce genre de choses. Et donc on va aussi continuer dans ce sens-là. Maintenant, 2, c'est pas grand-chose, mais on a espoir que peut-être on va pouvoir l'année prochaine, que ce soit 4, etc. Mais de nouveau, il faut libérer les agents. Et donc là, il faut convaincre la direction. Déjà avec 2, j'étais quand même assez fier de moi d'en avoir libéré 2, pour peut-être pouvoir en libérer un peu plus l'année prochaine, et d'avancer comme ça, quoi. Et donc la direction, elle est, je pense qu'elle est plutôt pour, mais si on peut ne pas devoir payer quelque chose et ne pas libérer les agents, c'est encore mieux, quoi. Voilà, c'est un peu le... Pardon? Si on peut envoyer les clauses, c'est pas Oui, c'est ça, oui. Moi, je voudrais d'abord dire au-delà de merci, bravo, parce que c'est vachement courageux. C'est vraiment pas du tout ce qu'on entend par rapport aux hôpitaux. Et j'ai une question concernant... en fait, vous venez d'y répondre par rapport à la direction, parce que je me disais, est-ce que vous êtes soutenu?
par rapport à la direction, parce qu'on sait que maintenant dans les hôpitaux, ce ne sont plus des médecins, mais des gestionnaires, et que donc c'est l'intérêt financier qui prévaut malheureusement sur la qualité du soin. Et donc, est-ce que vous êtes soutenu en dehors, parce que vous êtes le chef de service, ok, mais il y a une hiérarchie au-dessus de vous? Est-ce qu'il y a des gens qui sont là pour vous dire ouais, vas-y, continue, ou bien, une deuxième de mes questions, je l'ai fait toutes, hein, comme ça vous répondez comme vous voulez, vous avez parlé de diffusion, de transmission par étape en hiérarchie aussi avec vos copilotes. Et est-ce que vous avez aussi les retours qui viennent du patient jusqu'au-dessus et sous quelle formule? Est-ce que c'est juste un formulaire qui doit être rempli par le patient, ou est-ce qu'il y a vraiment un contact humain? J'ai envie de dire, il y a des services après-vente partout dans tous les services commerciaux. Comme on est un peu dans le service commercial vu par les gestionnaires, dans les hôpitaux, est-ce qu'il y a un service après-soins? Ma dernière question, je l'ai oubliée, donc on va rester là. Alors, il y a un truc dont je n'ai pas encore parlé, parce qu'on ne s'est pas parlé de tout, c'est qu'on a mis sur pied ce qu'on appelle une clinique post-soins intensifs, donc CPSI. Donc on revoit les patients qui ont fait un séjour. Alors pour l'instant, c'est les patients qui ont fait un séjour de plus de 7 jours, mais on s'est aperçu que même ceux qui font un séjour de moins de 7 jours chez nous présentent toute une série de dysfonctions. Alors c'est des dysfonctions physiques, somatiques, hein, avec de la faiblesse, des troubles de l'appétit, etc. Mais c'est aussi beaucoup de dysfonctions qui sont plus difficiles à percevoir, neuropsychologiques, avec des syndromes de post-stress disease, avec même des troubles cognitifs majeurs, des troubles dépressifs, etc. Et donc on revoit les patients en consultation. Alors on essaye de percevoir ceux qui en ont le plus besoin. Ah non, plusieurs fois. Et donc en fonction des besoins. Et donc ça se fait avec une équipe multidisciplinaire où il y a psychologues, kinés, diététiciens, logopèdes et médecins. Et on revoit les patients, on fait un bilan complet, et en fonction du bilan, on les revoit, on les aiguille, et on essaie d'améliorer leur capacité de récupération. Et on récupère évidemment à ce moment-là toute une série de témoignages, et donc on a une newsletter qui est diffusée dans le service, où on met des petits témoignages, alors positifs, négatifs, qui permettent aux infirmiers de parfois, ou qui nous permettent plutôt de faire parfois passer des messages aux infirmiers en disant ça c'était bien, ça c'était moins bien, etc. On anonymise, et donc le message il est diffusé à tout le monde et prend chacun ce qu'il veut. Mais ça c'est une manière d'avoir un feedback. Alors il n'est pas à 100% efficace évidemment, puisqu'on ne sait pas prendre tout le monde, on ne prend pas tout le monde, mais c'est un des feedbacks. Alors on s'est dit on va peut-être refaire une campagne de perception du séjour, etc., en fonction de ce qu'on est en train de mettre en place. Parce que j'ai engagé une infirmière comme gestionnaire de la douleur et du bien-être dans le service. Et donc elle va s'occuper, mais elle est en congé de maternité. Donc pour l'instant, le projet est un peu mais je suppose qu'elle va revenir en pleine forme. Oui, elle est embryonnaire. Et donc elle va revenir en pleine forme en janvier. Et là, elle va s'occuper uniquement du bien-être et de la douleur dans le service. Donc elle va mettre en place aromathérapie, musicothérapie, casque de réalité virtuelle. Elle va aussi s'occuper un peu plus vraiment de la douleur physique, avec mise en place de PCA. Donc les PCA, c'est les pompes là où on n'en met pas assez. Elle va full time s'occuper que de ça. Et donc elle aura son petit chariot, elle va passer dans les trucs. Et maintenant, et vous êtes libre de mettre ça en place Pardon ? Vous êtes libre de mettre ça en place sans devoir en référer? Ah non, là j'ai dû le vendre, le projet quand même. Alors je l'ai vendu comment? En disant, voilà, on mettra plus de PCA, une PCA ça coûte autant, donc je compte en mettre X par an, donc ça rembourse l'infirmière. Je ne pense pas qu'on en mettra autant, hein, mais bon, voilà, je l'ai vendu comme ça. Mais, donc ça, il y a moyen d'avoir des postes, mais il faut se battre. Hein, il faut se battre. C'est Pace Control Analgesia. Donc c'est la petite pompe là, à pompe à morphine. Alors il y a deux sortes, il y a soit de la morphine en IV ou alors avec des péridurales aussi, et on injecte dans la péridurale. Voilà. Et donc ça c'était pour la question sur est-ce qu'on revoit ou est-ce qu'on a un feedback, et est-ce que la direction nous soutient? Quelque part oui, puisqu'elle finance quand même un équivalent temps plein et demi
d'infirmières pour cette CPSI. Donc là, de nouveau, on a fait la demande, on a obtenu de nouveau en vendant qu'on allait faire de la consulte et que machin, etc. Mais ça ne rapporte pas ce que ça avait prévu de rapporter, mais c'est pas grave. Une fois que c'est là, c'est vendu. Et donc, mais ils soutiennent quand même, oui, ils se rendent bien compte qu'à un moment donné, il va falloir trouver des solutions pour rendre le métier attractif, retrouver du sens pour le personnel, parce que en fait, on manque d'infirmiers, mais en fait, on ne manque pas d'infirmiers, mais les infirmiers font autre chose, quoi. Ils partent, ils quittent la profession. Oui, et donc ça c'est un problème, quoi. Donc c'est pas un problème qu'on n'en a pas assez dans les écoles, le problème c'est qu'on en a trop dans la nature qui ne font pas leur métier. Et donc il faut les attirer, c'est compliqué, hein. Puis les pauses, c'est quand même pas facile, hein. Donc oui, il faut trouver des solutions pour qu'elles soient motivées, ou ils soient motivés. On dit toujours elles quand on parle des infirmières, mais il y a plein d'infirmiers aussi, hein, mais c'est une... Ça arrive même aux médecins, hein, des étudiants en médecine. Enfin, moi, j'en ai côtoyé quelques-uns à peine sortis après 1 an ou 2. Ils font autre chose. Ouais, ils désertent déjà. C'est pas des métiers faciles, hein, Vous en donc prenez soin. indépendamment des horaires, l'investissement dans le vécu des patients, etc. Tout ce qu'on prend pour soi, c'est quand même compliqué aussi. On n'est pas parfait et donc parfois on se culpabilise peut-être aussi de certaines situations qu'on n'a peut-être pas gérées à 100% comme il faudrait, etc. Donc c'est quand même pas facile, quoi, hein, et de ne pas rentrer chez soi avec tout ça, tous ces paquets-là, et d'arriver à la maison avec un grand sourire et d'être disponible, c'est pas toujours, et de bien dormir dessus, c'est pas toujours facile, hein. Donc c'est des métiers quand même. Alors je ne connais pas les autres métiers, hein, sans doute que c'est difficile aussi, mais enfin moi je parle de ce que je connais, donc voilà. Voilà, moi, je viens témoigner, ça me coûte beaucoup. D'entendre tout ce que vous avez dit. J'ai vécu tout le contraire. J'ai perdu mon amoureux après une opération cardiaque et 2 mois de soins intensifs. Il y a eu plein de maladresses, de choses que j'ai mal prises ou mal vécues. Effectivement, vous parlez d'écoute, mais il y a aussi énormément dans les mots choisis, dans la manière dont on annonce le diagnostic, où on parle de manière très impersonnelle. Voilà ce qui s'est passé. On a fait une réanimation après un arrêt cardiaque de 50 minutes. Au mieux, il aura des absences, au pire, des complications neurologiques. Et au pire, on ne sait pas. Bonne chance, madame. Vraiment des violences. Plein de maladresses. Pendant la visite, on le met tout nu sans avertir. Quand il a ses détresses respiratoires, à la réunion, je demande quand est-ce qu'on pourra. Il était intubé, donc il y a ce problème où lui ne sait pas communiquer. Et quand je demande quand est-ce qu'on pourra l'enlever, parce que c'est vraiment terrible et que c'est inconfortable, on me dit oh, le confort, c'est pas notre priorité. J'ai entendu plein une infirmière qui me bouscule en disant il n'y a pas beaucoup de place ici. Enfin, tout a dérapé. Je sais pas. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il n'y avait plus d'espoir qu'en fait le comportement a évolué de. Je ne pense pas que ce soit lié, mais ça peut créer un inconfort chez les soignants aussi, Oui, hein, oui. et des maladresses qui sont bien entendu dramatiquement ressenties, et ça je l'entends bien. C'est très difficile d'expliquer ou même de comprendre, mais c'est la réalité du terrain, effectivement, sur laquelle je travaille, parce que je me rends compte qu'il y a des histoires comme la vôtre, encore sans doute trop souvent, et que dire le confort, c'est pas une priorité, moi je pense que c'est tout l'inverse, justement. Le confort est la priorité. Et donc ça, c'est quelque chose, pour ça que j'ai engagé une infirmière, notamment, qui va s'en occuper vraiment personnellement, mais qui va aussi identifier tout ce genre de situation-là. Et ça, effectivement, le confort du patient, mais le confort des familles aussi. Donc on travaille aussi beaucoup là-dessus. Et ça s'apprend de communiquer, hein, donc malheureusement... L'ennui ici, c'est qu'il y avait effectivement cette intubation, la sédation. Donc certains jours, il était éveillé, d'autres pas. On a communiqué par des pressions de main, oui ou non. Il y a aussi le fait que tous les jours, on fait le petit débriefing quotidien.
Et donc, il y a ce débat du corps médical qui doit tout dire aux patients. Et c'est la loi, on me l'a dit. Parce que j'ai demandé qu'on l'épargne un peu aussi. Non, c'est pas la loi. Non. Enfin, s'ils ne demandent pas, on n'est pas obligé de tout dire. Non. Il m'a Il y a sorti pas 3 de- fois cette phrase le patient est au cœur de nos préoccupations. Oui, ça, Il est adulte, on doit tout lui dire, il peut tout savoir. Il Et peut, lui, mais il ne sans- doit pas. Il peut tout savoir, mais il ne doit pas. Et donc, et ça, dans la loi sur le droit du patient, je pense que c'est clairement dit qu'effectivement, le patient a droit à l'information, mais le médecin a aussi le devoir de donner une information de manière adéquate par rapport à la perception du patient et à la demande du patient. Donc, on ne dit pas tout comme ça, n'importe comment. Il y a quand même et c'est pour ça qu'il faut justement être à l'écoute et entendre comment la famille ou le patient perçoit les choses, entendre ce qu'il veut entendre ou ce qu'il veut savoir vraiment. Donc là, c'est nous qui devons un peu filtrer aussi. Et ce n'est pas au patient non plus de décider, même si on entend sa demande, mais le traitement, c'est le médecin qui le décide, et puis le patient l'accepte ou pas. Mais ce n'est pas l'inverse, ce n'est pas le patient qui exige un traitement ou qui... Non, le médecin propose une démarche thérapeutique, un projet. Alors, aux soins intensifs, ben, on fonctionne pas à pas. C'est parfois des projets à 3 jours, à 5 jours. Et moi, ce que je dis souvent aux familles, c'est voilà, on en est là aujourd'hui. Alors, on ne les voit pas tous les jours parce que ça, on ne saurait pas. Les infirmiers, parfois, disent un petit quelque chose, mais tous les jours, donner des nouvelles pendant une demi-heure, c'est pas possible. Moi, je préfère plutôt espacer, parce que d'un jour à l'autre, il ne se passe pas grand-chose, sauf s'il y a vraiment une dégradation majeure. Mais sinon, les améliorations, elles sont souvent très lentes. Et donc, souvent, on se voit le lundi, puis alors on se dit, on se revoit vendredi. Et là, eh bien, on refera un nouveau projet ensemble en fonction de l'évolution. Et il y a toujours 3 possibilités, ça va mieux, ça va moins bien, ou bien c'est statu quo. Et en fonction de ça, on décidera ce qu'on met en place à ce moment-là. Mais oui, le confort est évidemment notre préoccupation première, mais il y a le facteur humain qui fait Il qu'on avait a... cette terreur dans les yeux chaque fois qu'on lui disait, parce que tous les jours il y avait quelque chose qui n'allait pas. Bien sûr. Il était sous ECMO, Oui. sous dialyse, et donc et lui sans pouvoir s'exprimer, il hurlait sans voix, quoi. C'est sûr. Et même avec les demandes qu'on a faites, ils ont continué. Donc c'était une sorte de harcèlement psychologique pour finir, cette non-écoute. Donc il est mort jusque dans... Et donc j'en tremble parce que je revis Oui, très fort, bien sûr. mais ça fait tellement plaisir d'entendre ça. Parce qu'à un moment, j'avais l'impression d'être dans un environnement de fou, de robot. Alors c'est vrai qu'on a une perception différente quand on est bousculé par ça, mais à un moment, on a envie d'hurler en disant... Mais on doit être à l'écoute justement de tout ça et d'essayer de vous accompagner là-dedans du mieux qu'on peut, évidemment. Hein. C'est sûr qu'il faut entendre la détresse du patient, la détresse de la famille et y apporter des solutions. Ça, c'est une évidence qu'il faut avancer dans ce sens-là. C'est des moments difficiles, bien entendu, mais on est là pour accompagner le patient, pour le soulager, pour faire en sorte que... Alors il y a toujours des phases critiques un peu difficiles, évidemment, hein, la phase d'éveil, la phase où on va peut-être extuber le patient, etc. Ben là, fatalement, on est obligé d'avoir un patient qui est éveillé, qui est collaborant, donc il va avoir une phase un peu peut-être difficile pour le patient, mais si on sait que c'est pour avancer vers quelque chose de mieux derrière, ça vaut le coup de jouer cette carte-là. Mais si on a quelqu'un qui est encore stabilisé au respirateur et qui n'est pas dans des conditions de pouvoir être extubé, c'est bien de l'éveiller, mais il faut en profiter pour lui demander son ressenti, la douleur, et pouvoir adapter à ce moment-là, parce qu'il y a 2 types de gestion. Il y a le fait de dormir, donc d'avoir les yeux ouverts ou fermés, puis il y a le fait de la douleur. C'est 2 gestions tout à fait différentes. Donc il faut pouvoir gérer les 2 de manière adéquate. Et si effectivement la famille dit ben, j'ai l'impression qu'il est en souffrance, etc., on doit l'entendre, on doit y apporter des C'était solutions. surtout psychologique. Oh, oui, Et quand j'ai demandé s'il avait droit à une assistance psychologique, on m'a répondu ben non, il est intubé, il ne parle pas et ça passe par la parole. Et j'ai aussi trouvé ça violent de se dire, il ne faut pas être sourd ni muet. Bien sûr. Pour pouvoir bénéficier d'une aide psychologique qui est quand même essentielle quand on est Bien sûr, oui. Parce que
c'est terrifiant à vivre. Moi, je l'ai vu dans ses yeux. Mhm. Enfin, et même nous aussi, on voit cette transformation du corps qui est quand même Oui. gonflé, Mhm. et puis tout creusé, et puis avec ces éveils après la sédation. Parce que nous, c'est juste, en tant que patient, on entend que oui, c'est toujours compliqué de revenir. Mais moi, je croyais que c'était des gens qui étaient un peu trop partis, qui avaient plus des confusions. Mais c'est, Mhm. il y a des cauchemars, là. Il y a Oui, tout à fait, et lui, il a eu ça. Mhm. Donc, et donc, tout est assez minimisé aussi. Dans la manière dont on nous dit les choses qui se passent. On dit, mais non, on a envie d'hurler, mais c'est beaucoup plus grave que ça, que ce qu'on entend. Mhm. Mais maintenant aussi, c'est votre quotidien. Donc Mais c'est le danger, c'est de banaliser, hein. Donc là, il faut Oui. effectivement éviter de banaliser, de déshumaniser. Donc il faut vraiment être à l'écoute et percevoir la difficulté rencontrée par chacun, qui n'est pas la même, et la perception au niveau aussi de l'aspect psychologique de la détresse, pas que la douleur, mais l'aspect psychologique aussi est C'est important. vraiment cet Ça, aspect ouais. psychologique qui a été Et après, moi, après les inexistant. soins intensifs, c'est pas fini, hein. C'est pour ça qu'on a cette consultation post-soins intensifs qui met en évidence toute une série de choses qui sont le reflet de ce qui s'est passé en amont, en partie. Donc on doit travailler là-dessus, notamment sur le délirium aux soins intensifs, qui est un phénomène vraiment très fréquent et sur lequel on peut agir de manière préventive en contrôlant mieux la douleur. Parce qu'effectivement, parfois, les patients sont un peu endormis, mais ils ont mal. Et donc ça laisse des séquelles après. Donc tout ça, il faut y être vigilant. Les traitements utilisés pour endormir les patients, on doit y être vigilant aussi parce que certains sont moins bien tolérés que d'autres et laissent des séquelles après qui peuvent être plus importantes. Donc tout ça, c'est des choses qu'on gère le mieux qu'on peut, mais on n'a pas malheureusement toujours la possibilité d'avoir un résultat parfait, quoi. Donc, Non, bien sûr. ça, c'est- Après ces années, c'est pas ça qui me reste, c'est pas le résultat qui me reste, c'est la manière. Ouais, en ouais, fait. bien sûr. Parce que les familles, enfin moi ça fait 3 ans et tous les matins ça me réveille. Hein. Ouais, ouais. Donc je pense que c'est syndrome post-traumatique. Bien sûr, oui, Pour les certainement. familles, Ah, mais ça, présent, il est la existant. consultation post-soins intensifs s'adresse autant aux familles qu'aux patients, hein. Et donc, effectivement, il y a des syndromes de détresse post-traumatique dans les familles aussi, oui, bien sûr. Oui. Mais donc voilà, je voulais vous remercier parce que ça fait chaud au cœur. Voilà. Merci du courage de ce témoignage. J'imagine ça en demande. Et c'est d'autant plus important de pouvoir le mettre en mots pour continuer à encourager de telles initiatives qu'on trouve tous formidables. Donc, je pense qu'on peut vraiment te remercier d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ce qui se décline au niveau de l'écoute. Pour nous, évidemment, à Terre d'éveil, c'est le cœur de ce que nous avons envie de continuer aussi à déployer. Il faut voir comment on s'écoute et prendre soin de s'écouter, d'écouter l'autre, d'écouter la vie. Donc, prochaine date du parcours des coachs pour ceux qui ont envie de faire un pas plus loin dans cette compétence de l'écoute qui n'est effectivement pas innée, mais probablement qui s'apprend, qui s'entraîne, qui s'aiguise, qui se développe. Et donc, pour pouvoir bien t'écouter, Bernard aussi, on va te remercier. Ah ben, merci beaucoup, c'est gentil. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.